Music. Radiopirate.com. J'ai une voix FM. Très FM. FM. J'étais pire à matin, hein, dans le début du Prime. On dirait que je suis comme réchauffé un peu, mais j'ai le genre de grippette, pas une grosse affaire, là. Une genre de grippette, je sais pas, probablement que j'ai ramassé ça de ma blonde la semaine passée. Puis je l'ai comme fait brasser, je l'ai fait bouillir un peu. Et là, finalement, je l'ai, mais pas la mort d'un homme, là. OK, on a des... T'as la voix de Jim Florentine de Sirius XM, là. OK, je connais pas. Oui, il est avec... je pense qu'il est en Hair Nation, je pense. OK. Ben, tu sais, des fois, dans Sirius XM, ils font 2-3 channels. Oui, c'est ça. Mais Jim Florentine, oui, on dirait vraiment que c'est forcé son affaire. OK, Roosevelt. Ouais, c'est comme trop, là. Okay. J'imagine que c'est sa vraie voix, là. Mais là, en ce moment, je ne force rien. Puis même si je voulais... Parce que je râle un peu. C'est rare que je râle, moi. Là, j'ai comme un genre de... Tu sais, ça tire une petite affaire. Donc, je dis pas que c'est un cas de pompe, mais c'est pas un feeling le fun. Donc, que les gens qui ont des pompes, puis que tout bout de champ sont obligés de se pomper un peu, ça doit être je comprends la patente, là. Tu sais, ça tire une petite affaire. Donc là, maintenant, c'est de savoir, est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce que... Je sais pas si j'ai des assurances, si jamais j'ai la COVID longue. Parce que là, il n'y a pas de test pour ça, mais si un jour je décide que j'ai la COVID longue, peut-être que je pourrais prendre des genres de vacances pendant 1 an. OK. Tu sais, je pourrais comme être out pendant 1 an. Donc, si... c'est quand même... Mais ceux qui ont la COVID longue, là, je veux dire, comment ils font pour... Parce que j'imagine que si tu as la COVID longue, tu... ils ne le savent pas, là. C'est ça, tu le sais pas, parce que la machine te dit que tu peux la COVID, là. Non. Et toi, tu continues d'avoir des symptômes. La COVID longue, c'est comme la dépression. C'est ça. Tu as une fatigue, tu as plusieurs symptômes. Mais il n'y a pas de prise de sang. Il n'y a rien qui peut confirmer ce que tu avances au médecin. C'est idéal pour des vacances. Il y en a qui vont dire des congés. Des congés. Des congés maladie. Des congés. C'est idéal. C'est idéal. J'ai vu ce matin que c'est la grande majorité, c'est des femmes. C'est dans la presse, je pense, ou Le Soleil que j'ai vu ça aujourd'hui. Donc, en général, c'est des femmes qui ont la COVID longue. On ne sait pas trop là, l'histoire du vaccin. Là, il essaie de nous passer une affaire bizarre, très drôle, là, mais regarde, j'embarque pas là-dedans. Là. Oui, les vaccins, ça a pris le bord de la poubelle. Il y a un maudit bout. Bon, hey, Jerry, on a parlé de plusieurs choses ce matin sur Radio Pirate Prime, puis reprenons les quelques petits sujets en espace en espace-temps un peu plus punché. Parce que il y a quand même eu beaucoup de nouvelles là, depuis qu'on s'est parlé. Surprenant quand même dans je dirais l'actualité québécoise. Très peu de place à ce drame qui est arrivé à Nashville. Je dirais que Nashville est probablement une des villes que les Québécois veulent le plus visiter. Bon. Oui. Tu sais, je parle de l'Amérique du Nord. J'en suis. C'est vrai. J'en fais partie. Et j'en fais partie aussi. Parce que si vous aimez le country, si vous aimez... en ce moment, il y a un buzz Morgan Wallen qui est complètement sauté. Donc, gros album, le spectacle s'en vient au Québec bientôt, etc. Donc, il y a un gros buzz country. Luke Combs, un nouveau disque aussi, qui est sorti jeudi au vendredi. Donc, il y a un gros buzz New Country. On a parlé l'autre fois avec Gilles Parent, d'ailleurs. J'ai dit à Gilles, regarde, faut que tu te mettes... faut que tu essaies d'écouter un peu, toi qui aimes la nouvelle musique. En ce moment, il y a beaucoup de bonne musique accrocheuse, simple, puis bien le fun. Et Nashville fait partie de ce buzz-là. Donc, si vous écoutez sur XM Sirius, entre autres, le channel 56, je pense, ou 55, qui est The Highway, produit là-bas. Nashville, c'est un peu comme Vegas, un peu comme Miami, un peu comme New York, un peu comme Orlando, pour toutes sortes de raisons. Ça fait partie maintenant des villes en Amérique du Nord qu'on veut le plus visiter. Et la raison pourquoi Nashville est dans la liste, bien simple, c'est que les gens aiment le country, puis ils veulent aller sur Broadway. Donc, ils veulent aller dans un bar, ils veulent aller manger, ils veulent aller voir un spectacle, ils veulent aller voir un match de football, ils veulent aller voir un match des Prédateurs. Tout ça est concentré à la même place. Beaucoup de spectacles dans les bars, beaucoup de boissons, beaucoup de plaisir. C'est une brosse quasi 7 jours par semaine, puis les gens adorent Nashville. Donc, et le nombre de personnes à travers l'Amérique qui ont déménagé dans les 10-15 dernières années à Nashville, complètement fou, là. Les rockers, parce que vous savez que la musique... Avant, la musique, c'était beaucoup...
C'était beaucoup le sud de la Californie. C'était le Sunset Studio était probablement la place où à peu près tous les albums que vous avez écoutés ont été produits. Donc, entre autres, Michael Jackson, Thriller, c'est là. Mais regarde, nommer 50 gros albums des années 70-80, il y a quasiment 9 chances sur 10 qui a été produit au Sunset Studio. D'ailleurs, si c'est le genre de patente qui vous intéresse, il y a un podcast des anciens qui ont travaillé là, les propriétaires actuels, parce que les studios existent toujours. C'est un paquet de studios, là. C'est un paquet de studios. Tu peux avoir Diana Ross en train de faire un album d'un bord. Tu avais Van Halen dans l'autre. C'était The Place, là. Et ensuite, il y avait Power Station du côté de New York. Power Station, c'était... Je pense que c'était dans la famille. Les propriétaires étaient des Bon Jovi. Bon Jovi. Oh, Bon Jovi. Bon Jovi. B-O-N-G-I-O-V. Oui. Donc, Bon Jovi. Et le propriétaire de Power Station, un des plus gros studios également à New York. Le propriétaire, c'était donc M. Bon Jovi, qui était le mononcle de John Bon Jovi. Bon Jovi. Et John Bon Jovi, son mononcle, dit « Quand il n'y a personne dans tel studio, tu as le droit d'aller pogner la console. Tu as le droit d'aller t'amuser un peu, puis tu es le concierge. Tu fais le ménage. Quand le ménage est fait de toute la bâtisse au complet, tu as le droit d'aller t'amuser sur la console. Mais là, il arrivait à la console, il y avait quelqu'un là. Il y avait mon body, Aldo Nova. Donc, oui. Aldo était là. Et c'est avec Aldo que John Bon Jovi a commencé à s'amuser un peu. Et c'est avec Aldo qu'ils ont travaillé sur Runaway et She Don't Know Me. Puis là, ben, ça y prenait un band, parce que dans le band dans lequel John Bon Jovi était, puis il était le chanteur, ben, il avait quitté ce band-là, qui était un band... Parce que en Californie, les bands, à ce moment-là, les Rat, il y avait Motley Crue, Van Halen, toutes ces bands-là faisaient du... De temps en temps, ils faisaient une toune d'un autre artiste, mais la majorité du temps, en Californie, dans les bars, au whisky à gogo, dans les places de même, là, les places, mais je sais que Sammy Hagar, sur son show de télévision, là, que j'oublie le nom, avec Michael Anthony de Van Halen, qui est son best buddy maintenant, ils font le tour de toutes ces places-là de la Californie. Les bâtisses sont encore là. Puis ils montrent toute l'histoire qu'il y avait dans ces bars-là. C'est vraiment hot. Des années incroyables. Pour les gens qui s'intéressent à ça, c'est des années incroyables. Puis, ce que je vous disais là-dessus, c'est que John, lui, il enviait, il était au New Jersey, donc New York, New Jersey, et il enviait les bands californiens qui pouvaient remplir les bars puis faire des spectacles dans des cours d'école puis des patentes de même, puis ils pouvaient faire leur propre répertoire. Parce que sur la côte est américaine, les mêmes bands, s'ils voulaient être engagés dans un bar puis faire la même chose, il fallait qu'ils fassent des covers. Et John Bon Jovi était tanné de faire des covers. Donc, il a quitté le band Bon Jovi, qui a continué à s'appeler Bon Jovi, mais qui n'avait plus le chanteur qui s'appelle Bon Jovi. C'est ça, mais il aurait gagné bien sa vie, là, d'une manière. C'est ce qu'il disait. Il faisait de l'argent pareil, là. Il faisait du beau cash. Oui, c'est ça, il faisait de l'argent. C'est ça, du beau cash. Exact. Puis là, c'est là qu'il y a... Donc, Aldo est arrivé. Il voulait faire plus. Il a connu Richie, parce que là, à un moment donné, ça prenait... Quand ils ont fait la toune, ils ont fait Runaway puis She Don't Know Me, ben là, Aldo puis la gang était là, ils ont dit, ben là, ça va te prendre un band. Et là, il est allé chercher des gars un peu partout. C'est là qu'il a rencontré Richie Sambora, Tico, toute la gang, là. Et c'est bien que ça a parti. Mais là, aujourd'hui, la musique, c'est Nashville. Donc, je sais que maintenant, c'est plus pareil comme aujourd'hui. Les gens peuvent avoir des studios chez eux. Avant, il fallait que tu sois dans un studio professionnel parce que les artistes n'avaient pas le moyen de s'acheter une console à 250 000 $ pour enregistrer avec une patente d'enregistrement 8 pistes qui est devenue 24 pistes, qui est devenue... Aujourd'hui, avec les ordinateurs, n'importe qui peut produire ces choses à la maison. Mais avant, c'était pas ça. Donc, maintenant, le cœur de la musique, c'est Nashville, Tennessee. Donc, je vous raconte ça parce que ça me fait bien de la peine hier, parce qu'on était en onde pendant que je voyais les images. Mais tu sais, des fois, tu regardes et tu dis, oh non, pas encore une histoire. Puis là, bon, on a laissé le temps aller un peu depuis hier. Puis c'est pas une histoire qui est très jasée, mais quand même spéciale. C'est une histoire qui sort de l'ordinaire. Parce que, bon, c'est pas la première tuerie dans une école, malheureusement. Bon, moi, je pense que si
Si on avait eu, mettons c'est Trump qui est président. J'aime ça donner ces exemples-là parce que ça vous montre comment est-ce qu'on est. Si c'est Trump qui est président, le Québec en entier parle de la tuerie à Nashville. Là. Oui. Quand c'est un président démocrate puis il y a une tuerie avec des guns, c'est pas relié au président. Exactement. Pour une raison que je connais pas, mais c'est pas relié au président. Quand c'est un président républicain, surtout si c'est Trump, là, tout d'un coup, c'est de votre faute, le droit des armes, vous devrez l'enlever, c'est vous autres, vous êtes des diviseurs, etc. Alors qu'on vit exactement les mêmes divisions et que les armes sont toujours là. Mais là, il n'y a pas de lien entre les deux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça arrive dans une école avec des enfants quand même de 9 ans. Là. 3 morts, il y a 6 morts, 3 enfants. Il y a le directeur de l'école, il y a 2 profs, 60 et 61 ans, les 3. Puis il y a 3 enfants de 9 ans. Et il y a la tueuse. Et la tueuse, là, c'est compliqué. Puis déjà, il y a des gens qui se lèvent, là, matin, là, il y a des élus qui se lèvent, là, il faut faire quelque chose. Puis, parce que hier, toute la journée, jusqu'à cette nuit, hier, c'était pas clair. Là, c'était... Au début, on pensait que c'était une étudiante. Après ça, on a vu que c'était une femme de 28 ans qui a déjà été étudiante à cette école-là. Oui. Et elle avait des plans. Là. Elle avait des plans. Elle avait des plans. L'école, elle la connaissait vu qu'elle avait déjà été là. Et elle voulait aller dans un mall après. Il y avait des plans. Là. Elle voulait laisser sa marque. Là. Elle n'a pas eu le temps. Après 6, il y avait un policier sur place qui a tiré une balle entre les 2 yeux. Là, hier, on disait, ben là, c'est un gars, parce que il n'y a jamais de femme, ou presque, dans l'histoire, qui font des tueries. Là. C'est ça qui était surprenant de la nouvelle. Quand ça a sorti. Le cœur de l'histoire, il est là, là. Ben oui. Ça n'arrive pas que des femmes font des tueries. Non, ça n'arrive pas. Presque pas. Ben, c'est ça. C'est l'exception de l'exception. Voilà. Et là, ben, on avait une femme. Mais là, à un moment donné, c'est devenu un peu plus gris. Parce que là, on s'est dit, OK, c'est une trans. OK. Donc, est-ce que c'est un gars? Donc, ça confirmerait les statistiques. Est-ce que c'est un gars qui est devenu femme? Puis finalement, on a encore un gars qui fait une tuerie. Mais là, c'est comme devenu... Donc là, c'était trans woman. Et là, finalement, moi, il y avait des affaires que je suivais pas. Parce que on avait son compte LinkedIn et elle s'identifiait avec un I et I and him. Donc, tu sais, il y avait... Là, j'ai dit, mais voyons, c'est quoi la patente? Donc là, tout le monde disait, c'est un gars avec un pénis qui voulait devenir une femme, mais finalement, c'est encore un gars qui a tué dans une école. Et là, finalement, on a la conclusion. C'est une femme, donc elle est née, il faut préciser, là, c'est compliqué, là. Elle est née avec un vagin, OK? Elle n'a pas été opérée. Elle se considère comme trans, donc elle se considère comme un homme. Et les pronoms utilisés, c'est il et non elle. Donc, mais c'est effectivement... Donc, dans les stats, ce qui est très rare, ce sera une femme qui aura tué. C'est très, très rare. Très, très... Ceux qui pètent des plombs et qui font des affaires de même, c'est les gars, absolument. OK? Demandez-moi pas pourquoi. Demandez-moi pourquoi parce qu'on est fucking de même. Je sais pas, c'est nous autres. Là, c'est une femme. Puis c'est drôle parce que moi, j'ai dit ce matin, sur Radio Pirate Prime, j'ai dit, à un moment donné, il va falloir qu'on se fasse une réflexion sur ce qui se passe. Toutes les histoires alentour des trans, surtout les enfants qu'on est en train de fucker avec des parents un peu douteux, il va falloir qu'on ait une genre de réflexion sur ce qui se passe. Parce que là, on essaie de nous mettre l'histoire un peu cute. Ah, c'est des gens qui ne sont pas bien dans leur peau. Tu sais, elle est très simplifiée. Mais en bout de ligne, c'est des gens d'une complexité incroyable. C'est des gens qui ne sont pas bons, sont pas bien dans leur peau. Puis ils cherchent. Et là, la mode, c'est d'essayer de changer d'identité, d'essayer de changer de genre. Mais savez-vous quoi? Ces gens-là, ils vont pas bien. Là. Mais là, au nom de ne pas faire passer ces gens-là pour du monde, entre guillemets, fucké, on essaye de faire à croire que tout est correct. Mais non, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, puis on se posait la question. On ne disait pas qu'on arrive à cette conclusion-là, on n'est pas des experts. Mais c'est sûr que là-dedans, il y a quelque chose de beaucoup plus complexe que quelqu'un qui veut juste... Puis là, on en a beaucoup. Là. On a comme poussé beaucoup à le faire parce que c'est très, très, très à la mode.
Mais savez-vous quoi? Derrière ça, il y a des gens qui vont pas bien, puis il y a des gens qui ont besoin de peut-être juste un peu plus d'amour, puis un peu plus de compréhension que juste finaliser ça avec une étiquette de « OK, ben elle, c'était une fille, puis elle est dans un gars, dossier réglé. » Pas de même que ça marche. Et on a parlé sur Radio Pirate Prime. Et un père m'écrit là-dessus, sur ce qu'on a parlé ce matin dans le podcast de Radio Pirate Prime. Puis il me dit j'en ai déjà jasé par le passé sur les ondes de Radio X, mais mon plus jeune enfant est devenu homme. OK, donc fille qui est devenue homme. Puis il nous a écouté en parler ce matin sur Radio Pirate Prime. Puis il dit juste de traverser toutes les étapes pour en arriver au fait accompli, ce fut une épreuve très difficile, épuisante, destructrice, mais cela n'a pas réglé le problème d'anxiété chronique, le mal de vivre qui l'affecte. Je n'ai pas grand monde avec qui en parler, puisque c'est du grand n'importe quoi all over the place. Mais j'aurais bien des choses à dire sur le sujet. Ces personnes-là, dont sa fille qui est devenue homme, sont bourrées de pilules, attendent d'être sauvées, comme toutes celles qui prennent des antidépresseurs pour continuer à vivre. Malgré tout, je continue de garder espoir en l'humain et aussi en mes enfants. J'adore vous écouter, à plus. Donc, ce que le père dit sur son enfant, qui est devenu un adulte, là, c'est exactement ce qu'on disait aujourd'hui sur Radio Pirate Prime, que j'ai essayé de dire tantôt avec... c'est toujours un peu difficile de le dire, là, parce qu'il y a des... on a des juges, il y a des juges dans la société, des gens de curés qui décident comment tout se règle, comment c'est facile, mais à travers tout ça, là, à travers tous ceux qui essayent de se faire de la politique, puis d'essayer d'implanter un genre d'agenda, puis qui utilisent... On a des gens qui sont malades. Beaucoup de gens malades, là. C'est ça. Tu as des gens qui sont tourmentés. Tourmentés. Je pense que c'est le mot. Il y a des gens qui sont tourmentés, puis à chaque jour, ben, ils ont un poids sur les épaules à chaque jour. Puis tu peux mélanger un peu de l'anxiété avec ça, puis d'autres. Donc, c'est sûr que un peu comme un genre de mal de vivre d'une manière, puis c'est difficile à gérer. Là. Oui. Donc, à travers toute l'époque où on essaye, puis les gens, là, les profs, les journalistes, les gens qui nous rendent ça par la gorge, tu sais, moi, je trouve ça un peu fêlé, ce qui se passe. Je trouve ça un peu fou. Parce que, dans le fond, ce qu'on est en train de se servir pour se créer une nouvelle société, c'est que derrière ça, il y a des gens qui souffrent, là. Je vais dire quelque chose de grave, là, mais je l'assume. Quand je regarde ceux qui veulent le nouveau monde pour je ne sais pas quelle raison, là, je sais pas, eux-mêmes, j'imagine qu'ils ont un malaise avec le monde dans lequel ils sont. Trop compétitif pour eux autres, trop, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Mais la manière que vous utilisez ces gens-là pour essayer de bâtir ce que vous avez à bâtir ou essayer de passer un point que vous voulez qu'ils passent, vous me faites penser aux charlatans qui utilisaient des hommes éléphants dans les cirques. Vous prenez la misère humaine pour essayer de bâtir votre monde. Puis vous essayez de faire croire à tout le monde que cette vie-là, elle est parfaite, puis que c'est simple, puis que tout est beau, puis il n'y a pas de problème. Non. En ce moment, là, dans ce qu'on vit, là, il y a des histoires qui... Une chose est sûre, peu importe dans quel groupe que vous êtes, il y a beaucoup de monde qui ont besoin d'aide. Énormément de monde qui ont besoin d'aide. On le sait quand ils se droguent. On le sait quand ils sont en boisson. On le sait quand ils sont violents. On le sait. Bien, ça, on le sait aussi là. Ça aussi, on le sait là. Donc, ça, c'est un autre signe. Quand il arrive ces affaires-là, là, ça, c'est un autre signe qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide. On s'en lave les mains, ça, c'est beau, c'est cute. On a décidé que c'est des belles histoires. On met un arc-en-ciel, tout est beau. Il n'y a pas d'arc-en-ciel, là. Le Père le dit lui-même. Énormément de mal, énormément de mal de vivre. C'est incroyable, c'est des histoires tristes. Puis dans le manifeste de ce que j'ai compris, là, qu'elle a laissé, puis elle a parlé avec une de ses amies avant de faire les actes. C'est carrément ça, là.
Tu sais, puis on peut bien pas en parler, on peut bien faire semblant que c'est des affaires isolées, mais je veux dire, il y a tellement de monde alentour de nous autres qui sont comme perdus en ce moment que la prochaine personne qui pète un plomb puis qui tire quelque part ou qui prend un char puis qui fonce sur un trottoir, parce que l'histoire des guns, là, c'est bien beau, là. Mais à Amqui, là, c'était pas un gun. Là. À Amqui, c'était un char, là. Mais le gars était bizarre, il faisait des TikTok où on comprenait pas ce qu'il disait, puis on le laissait aller. Pas grave. Le patron de consul, même si tu l'amenais à l'urgence, on le gardera pas. Même si on l'amenait devant un médecin, on ne pourrait pas avoir un médecin. Puis si on lui donne des pilules, il ne les prendra pas non plus. Le gars qui le sort à Québec, il disait qu'il avait une double identité. Là. Oui. C'est ce qu'il a dit, je pense, aux policiers. Y a-tu beaucoup de monde qui ont besoin? Puis ce que je veux, est-ce qu'on amène encore le gars de la mosquée? Mm-hmm. Le gars de la mosquée, là, arrêtez l'histoire, là. Le gars de la mosquée, avant de faire la mosquée, il voulait faire Place Laurier, là. Le gars de la mosquée, c'est un gars qui était intimidé toute sa vie, qui avait un problème à vivre en société, qui était pas bien avec lui-même, qui avait tout ce qu'il fallait pour que ce gars-là soit aidé par... Parce que moi, j'ai été élevé... Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on a été élevé, puis on s'est comparé à tout le monde, puis on a toujours dit « Ouais, mais nous autres, chez nous, on est meilleurs que tout le monde. » Quand ça arrive chez nous, on en fait des grandes histoires. Quand ça arrive ailleurs, on dirait que c'est « Ah, ça, c'est normal, c'est une place violente. » Mais non. C'est généralisé dans les pays occidentaux, ce qui se passe. C'est peut-être qu'on est trop bien, peut-être qu'on est trop gâté, peut-être que c'est trop facile. Je sais pas, là. Il y a peut-être des affaires que dans la... Tu sais, aujourd'hui, c'est vrai que si on compare il y a 100 ans, c'est facile. Là. Vous avez juste écouté 1923, la série avant Yellowstone. Vous allez voir comment c'était tough. Puis c'est pas il y a 1500 ans, là. C'est il y a 100 ans. Donc, quand la vie est difficile demain, tu n'as pas le temps ben de commencer à regarder tes bobos. Hein. Faut que tu gères pour avoir un repas à la fin de la journée. Donc, ça, c'est une autre misère. Mais ce n'est pas la même misère. Alors, aujourd'hui, on est tellement bien, on est tellement confortable, on est tellement, comme dirait Jerry souvent, on est tellement coussiné que ça amène ces problèmes-là. Mais on est en les tassant même, en réglant tout de même. Ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir des histoires de même à tous les semaines. Un coup qui sort, qui arrive avec un char, l'autre qui fait telle affaire avec un couteau, l'autre qui fait, voyons, si bol. On veut-tu vivre là-dedans? On ne veut pas vivre là-dedans, c'est clair. Est-ce que Régent est prêt? Je pense qu'on me fait signe que Régent serait prêt. On va aller jaser un peu, on va mettre les deux pieds. Vous savez qu'avec Régent, on met les deux pieds sur le pouf. On jase. Comme des vieux chums. Comme des vieux chums. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Ça peut durer 25 minutes. Ça peut durer 20. Ça peut durer 30. Ça peut durer 1 heure. OK? Donc, on s'installe. On va aller jaser avec Régent tout de suite après, ici même, sur Radio Pirate Live. On a une boîte. On a un paquet d'affaires à venir d'ici la fin de ce mardi. COVID de Londres. COVID de Londres. On a Jeff Fillion. On s'en parle dans quelques instants après la pause. Pirater, c'est légal. No commercials, no limits. Radio Pirate. Radiopirate.com. OK, la boîte à Jerry après qui? Oui, après Régent Tremblay. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Régent, comment est-ce qu'il va, mon ami Régent? Les livres de Jerry sont arrivés, je répète. Les livres de Jerry sont arrivés. Quel livre? Oh! Mais là, il y en a 2 que je sais que c'est pour Mme Fortin. Oui. Mais les 2 autres, c'est-tu pour nous autres, Julie et moi? C'est pour Julie. Ah, OK, bon. Okay. Parfait. C'est confirmé. Parce que j'ai pas ta plume, donc c'est des livres très, très humbles. Là. C'est pour ça que pour Julie, elle va adorer ça. Mais toi, c'est sûr que en lisant ces livres-là qui sont très, très humbles, c'est sûr que moi, j'ai pas ta plume, puis toi, tu es un écrivain, tu es un... Non, mais t'as peut-être bien meilleur nez. Pour le vin, je suis pas pire. Pour le vin, c'est ça que je te dis. C'est ça. Hey, c'est bon sujet, ça, avant de partir. Quoi? Comment on fait pour avoir une plume comme Régent puis une plume comme quelqu'un? Tu sais, il y en a qui ont plein de mots. Oui. Il y en a qui ont plein de mots, il y en a qui ont tout. Mais quand ça tombe sur, on va dire le papier, là. Quand ça tombe sur le papier,
c'est un peu pêle-mêle, puis tu vois qu'il y a du talent, mais il ne réussit pas. Parce que le but, là, c'est comme n'importe quoi, là. C'est une chanson, une peinture. Nous autres, quand on parle à la radio, c'est... Tu peux mettre beaucoup de mots, tu peux mettre plein d'affaires, tu peux mettre plein d'intonations, mais finalement, si ça ne rentre pas l'autre bord, puis que l'autre ne perçoit pas ce que tu veux dire, puis que ça ne connecte pas, tu vas nulle part. Comment on fait écrit pour que ça ait un impact, puis que ce soit... Tu sais, toi, tu pourrais nous endormir, tu pourrais nous mettre un paquet de mots, tu pourrais... mais tout le monde qui lit tes textes, puis il y a une couple de même, il faut que l'IA t'elle même aussi. Il y a une couple il n'y en a pas une tonne, mais il y en a, puis peu importe qui, tu lis, tu suis, tu finis. Tu comprends-tu? Oui. C'est drôle, quand Foglia passait 9, 10, 11 heures sur un texte. Bon, honnêtement, 2 pages dans le Journal de Montréal, si ça me prend plus qu'une heure et quart, ça veut dire que je n'étais pas en forme. OK. Mais Foglia écrivait en réfléchissant. Puis moi, je mûris ça des fois pendant 3 4 jours. Ouais, je comprends. Puis quand c'est le temps d'écrire, là, c'est ça. Je m'installe, puis j'écris. Je peux être à la boxe, je peux être au casino, je peux être au centre Bell, n'importe où. N'importe où, dans les aéroports, dans les avions. Quand c'est le temps d'écrire, on dirait que c'est... Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est tout dans ma tête. Tout. Je connais la dernière ligne, je connais le dernier paragraphe. C'est structuré. Puis c'est comme ça. Tu sais, j'avais 14-15 ans, je te lisais dans la presse. J'étais capable de venir me chercher. Moi, je n'étais pas rendu ce que je suis rendu aujourd'hui. Là. Puis tu faisais pas d'effort. Mais moi, je peux dire qui m'a donné le... Comment je te dis? Qui m'a permis de me découvrir? C'est l'abbé Guy Potvin au séminaire de Chicoutimi en belles lettres. Ah oui? Ouais. Et c'était le prof de français en belles lettres. Puis c'était pas des textes faciles parce que c'était Polyeude. On avait en analyse littéraire Polyeude de Corneille puis Andromaque de Racine. Ça veut dire que les vers de 12 pieds, puis avec césure hellénistique, là, on ramait. Hein? Puis, à un moment donné, il nous avait donné un texte à écrire à la plume. Là. Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'ordinateur, évidemment. Puis à peu près, tu sais, il voulait avoir une 10-12 pages. La description d'un ruisseau. Calvaire, ouais, le ruisseau. J'avais demandé, je me rappelle, on peut-tu décrire les grenouilles sur le bord du ruisseau? Hein? Oui. Puis il m'avait dit, je m'a donné un conseil. Il dit, t'écris déjà pas mal. Il dit, le style, il faut que ce soit un jaillissement de la personne. C'est pour ça qu'on dit le style, c'est l'homme. Hein? Fait que, il dit, il faut que ce soit un jaillissement intérieur. Comme un ruisseau, d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai donné le thème du ruisseau. Là, il dit, tu vas écrire là, tout ce que tu as. Puis si un mot ne vient pas, tu mets un blanc. Tu passes. Puis si tu n'es pas sûr que virgule, t'écris. Il dit, les 10 pages, sors ça en 3 quarts d'heure, une demi-heure. T'arrêtes jamais. Ouais, je comprends. Puis là, il dit, après ça, tu rempliras là, dans tel mot là, que j'avais oublié. Mais il dit, ce qui va sortir là, le plus vite possible, c'est ça ta personnalité. Est-ce que... Là, je vais rentrer dans un détail avec Fabienne Larouche. Fabienne, quand on a commencé à se fréquenter un peu, elle écrivait un éditorial dans la presse. C'était l'année de la jeunesse. OK, je savais pas ça. Ouais. Elle écrivait un éditorial par mois. 56 lignes, ça y prenait 15 heures. Puis je me rappelle, puis à un moment donné, on ne sait pas ce qu'on était, mais bref, j'avais dit, écoute, qu'est-ce que tu trouves le plus érotique au monde? Et là, elle m'a dit, telle affaire. Bon, ben, j'ai dit, fais-moi une description. Mais arrête pas, écris. Fait qu'elle avait commencé à la 3e personne, puis dans le milieu du texte, c'était passé à la 1re personne. Ouais. Fait que, j'ai dit, maintenant, il dit, tu veux savoir comment t'écris, Fabienne? Là? C'est les 3 derniers paragraphes. Ah, c'est hot. Puis là, ça a fini qu'elle écrivait 25 pages par jour, Virginie. C'est l'enfer, hein? OK, il y a eu un déclic. Donc, ça prend juste un déclic. Parce que, tu sais, je disais que je lisais à 16 ans, mais je vais prendre l'exemple de, tu sais, dans ton style, là, je trouve que Mathias Brunet dans le livre, Mathias, je suis dans ses articles, mais, tu sais, il me l'a dit quand il est venu dans le studio. Il dit, moi, j'ai été très influencé par Régent, c'est clair. Puis on le sent,
sais, dans la manière qu'il a fait le livre, le dernier qu'il a fait, il en a fait d'autres avant, mais le dernier qu'il a fait, on sent l'influence que tu as amené à Mathias, mais Mathias réussit très bien à le faire. C'est-à-dire que, parce que le but, c'est, quand je lis... Simplicité. Faut qu'il y ait une bande dessinée devant mes yeux, là. Ouais, faut qu'il y ait des images. Faut que tu aies des images et que ce soit simple. Le style, oui, là, très si simple. le style est compliqué, ça écrase l'image. Tu sais, les livres, la collection Raconte-moi, là, il y en a, Patrick Crevier de Lille, qui faisait des entrevues, tu sais, des entrevues sur tape, là, à 7 jours. Questions-réponses, puis il transcrivait ça direct. C'est lui, il a fait le premier livre, il a fait sur Marie-Mé. Son premier paragraphe avait 18 lignes. Tu sais, t'étais déjà à bout de souffle, rendu à 8e ligne. T'en restais 10 à lire avant d'avoir un point. Tu dis, là, il dit, écoute, on était par Zoom, mais à l'époque, c'était par Skype. Fait que j'ai dit, lis à voix haute ton premier paragraphe. À un moment donné, tu sais, il y avait manque d'air. Trouves-tu que ça a de l'allure? Ben, il dit non. Bon, ben, il dit, on va regarder comment est-ce qu'on peut séparer ça. Là, on avait fini avec 5 paragraphes, mais dans chaque paragraphe, c'était toujours trop long. J'ai dit, c'est quoi la phrase parfaite? Sujet, verbe, complément. Ou encore sujet, verbe, attribut. La fille est belle. C'est pas compliqué, ça. La fille est belle. Non. T'es pas obligé de dire la fille que j'entrevois du coin de l'œil au moment où elle fait un mouvement. She Loves You Yeah des Beatles, là, c'est simple. Écoute, She Loves You Yeah, yeah, yeah. Ben, tout ce qu'on fait dans la vie. Moi, quand je fais de la radio... I want to hold your hand. Ben, je peux te tenir la main. Ah oui. Tu sais, moi, quand je fais de la radio, j'essaie d'être les Beatles. Les Beatles, bon, il y a eu Strawberry Field Forever, puis toute cette affaire-là, ils étaient un peu plus sur l'SLT. Oui, mais la phrase est simple. Mais pas non, les affaires simples. Il faut que ça soit simple. Lucy in the Skies with Diamond, avant que tu comprennes que c'est LSD. Oui. Le jeune qui veut juste écrire, veut juste écouter Lucy in the Skies with Diamond. La preuve que c'est les Beatles, c'est des images. Es-tu allé voir Love, le show des Beatles à Las Vegas? Non. Love. Non. C'est extraordinaire. Lady Madonna, l'acrobate danseuse qui fait ça, elle est noire. C'est extraordinaire. Mais tu sais, comment est-ce que c'est la chanson Blackbird, là? Oui. Tu sais, Blackbird, c'est des oiseaux, des acrobates noirs qui descendent du ciel. C'est extraordinaire. Ils ont essayé de faire Elvis, puis ils se sont plantés. Ouais. Michael Jackson aussi, je pense. Hein? Oui, parce qu'ils ne sont pas allés dans les textes. Ils sont allés dans le personnage. Pas pareil. Ouais, c'est ça. Ouais, je comprends l'affaire. Alors, regarde, c'est toute une patente. Mais... Moi, j'ai été choyé dans la vie. Là. George Harrison, j'ai passé 2 étés avec. C'est écœurant, hein? Quand tu y penses. Assis à la même table. Un gars comme toi qui est un vrai Beatles, là, imagine-toi ce que tu aurais payé pour être là. Ah oui, mais ça. Il était avec Damon Hill. Damon Hill jouait de la guitare. Il était pilote chez Williams avec Jacques Villeneuve. Fait que tous les samedis, tous les dimanches, à la table chez Williams, tout on mangeait là avec Villeneuve. Mais il était là, il était à la table. George Harrison. C'est drôle parce que j'ai fini, j'avais un livre que tu sais, moi j'ai toujours 4-5 livres d'ouvert en même temps, puis j'en avais un que j'avais pas fini. C'était Nick Mason de Pink Floyd, le drummer de Pink Floyd, qui est un méga maniaque de F1 qui a acheté plusieurs Williams qui ont été des voitures championnes, puis qui a ça dans son hangar. Écoute, j'avais quelques pages qui me restaient, j'ai fini, je pense, hier après-midi. Donc, lui aussi, c'est ça, très, très maniaque comme Harrison de Formule 1. Puis chaque livre que je lis sur les rockers, les bouts les plus fun sont toujours quand ils nous parlent de leur rencontre avec un des Beatles, ou avec les 2, ou avec les 3 qui restent. Ces bouts-là sont toujours magnifiques parce que toutes les images allument, parce que ces images, la majorité des musiciens qu'on aime sont venus, leur goût de nous faire la musique qu'ils nous ont faite pendant 40 ans est venu quand les Beatles sont allés au Ed Sullivan Show. Donc, toutes les lumières se sont allumées là pour eux autres. Donc, veux pas, c'est important pour eux autres d'en parler, mais ça, c'est toujours magique. Chaque fois qu'un rocker te parle des rencontres avec quand les Beatles... Eric Clapton parle de George Harrison, là, c'est magique. Oui, ben oui. C'est-tu lui qui Clapton, joue sur aussi. When My Guitar Gently Weeps? C'est Clapton, hein? Oui. Ben, c'est toutes des tunes d'Harrison. Moi, d'ailleurs, en passant, Harrison, c'est le mien. Il y en a que c'est Paul, il y en a que c'est
Here Comes the Sun, toutes les tunes signées George Harrison, puis quand George chante, c'est extraordinaire. Puis c'est souvent des tunes qui ont... C'est drôle parce que Elvis n'en a pas repris beaucoup des Beatles. Il en a repris 2, officiellement. Là. Yesterday de Paul McCartney, puis il a repris Something. Et Something, à moins que je me trompe, c'est George Harrison. Ouais, je pense que ça se peut que ce soit George Harrison. J'ai pas devant moi. J'espère que je connais pas mes Beatles mieux que toi, mais Elvis, je suis sûr. Ah oui, je sais très bien. Étais-tu surpris de voir que le film n'a pas gagné? Tu sais, il y avait le succès commercial qui a redonné un deuxième souffle au cinéma qui est Top Gun. Tu as eu la même année Elvis qui a été un succès de critique, puis là, ben, ça a été battu par The Whale, qui est un très bon film. Là. Plus de 300 millions d'entrées. Oui, je sais. Moi, écoute, je l'ai vu. C'est drôle. C'est-tu où je le regarde, dans le vol Fort Lauderdale-Montréal, avec les écouteurs. Fait que, tu sais, comment je te dirais ça? Donc, je l'ai regardé au moins 3-4 fois à date. À toutes les fois, je suis complètement abasourdi par la réalisation puis le montage. Oui, la première fois que tu le regardes, c'est Austin Butler puis Tom Hanks. Et la deuxième fois, tu commences à regarder les décors, tu te dis, mais non, ça a été tourné en Australie, êtes-vous malade? Ils ont reconstruit Graceland, c'est fou, raide. Mais après ça, tu regardes le montage. Le génie, des fois, dans un film, c'est le montage. Hein? Oh oui. Tu sais, la passe, dans le film, moi, je pense qu'une passe les plus solides, c'est qu'il nous montre qui était Elvis. C'est la production du spectacle de Noël. Et ça, je pense qu'ils ont recréé exactement ce qui est arrivé. Oui, c'est là qu'il ose s'affranchir. La première fois. Ouais. Et la dernière, d'ailleurs. C'est là qu'il met son pied à terre. Tu sais, Tom Hanks, il y a des affaires que... on n'arrive pas à reconnaître Tom Hanks. Je veux dire, il est gros, il est gras, il est tout croche. Alors que tu le vois à la cérémonie, il est mince comme un fil. Oui. Ah non, c'est pété, ça. Mais l'argent, ça aide. C'est pété. Ben oui. Écoute bien. D'après moi, il n'était pas à court de... Je ne sais pas combien ça a coûté, là. Hey, on parlait de ça un matin, d'ailleurs. 165 millions. Jerry a sorti un chiffre un matin parlant de cinéma puis de ceux qui ont fait des choses incroyables qui nous ont amenés où ce qu'on est aujourd'hui. Steven Spielberg, Jaws, 7 millions que ça a coûté à produire. Revenu, 475 millions. C'est un coup de maître, ça. Jaws, c'est incroyable comment ça a changé le cinéma. Là. 1975. Ça a changé le cinéma. Là. Ben, ça a lancé Spielberg aussi. Oui. Parce qu'il n'a pas toujours fait des grands films. L'autre, c'est Jerry qui est là. Oui. Jerry, comment ça s'appelait le film où il y avait un gros truck qui courait après l'autre? Là? Oui, ça, c'est Duel. C'est Duel. Ça, c'est lui qui a fait ça. Oui, c'est exactement. Mais moi, j'ai adoré. Parce que tu sais qu'il y a un Duel, t'as ça à mourir, où il y a un culte qui s'est bâti en entour de Duel. Hey, Duel, c'est tout le long. Là. Je veux dire, à un moment donné, tu te demandes, va-tu se passer quelque chose? Va-tu se passer quelque chose? Va-tu se passer quelque chose? Mais avoue que ça l'a tout marqué notre jeunesse pareil. Ah oui, c'est toute la pression. C'est un thriller avec pas d'argent. On m'a dit, lui, il n'y avait pas de fric là, pour faire ce film-là, mais il y avait une idée. Puis son idée est bonne. Là. Non, mais ça pas tout part d'un rêve puis d'une idée. Il ne faut jamais oublier ça dans la vie. Si tu n'as pas d'idée puis le rêve au départ, là, nomme-moi donc une grande affaire qui n'a pas eu une idée à base ou qui n'a pas eu un rêve de faire quelque chose. Oui. Quand Pierre Belado a emprunté 1500$ à sa mère pour... C'était un avocat qui est bien ordinaire, Pierre Belado. Puis il a emprunté 1500$ à sa mère pour acheter le journal de Rosemont. C'est pété pareil, hein? Pété, tu dis? Le journal de Rosemont, 1500$. C'est là que ça a commencé. Puis il a acheté l'éco-vedette d'André Robert, il a payé 600 000. André Robert, puis la mère, là... comment est-ce qu'il s'appelait? Édouard Rémy. Édouard Rémy, oui. Hey, ça vit encore parce que c'est un journal syndiqué. OK, il vit encore? Éco-vedette, ben oui. OK, c'est ça. Mais il n'est pas distribué à Port-Sainte-Lucie, par exemple. Ah, OK, moi. OK.
Hey! Oui. Je t'en ai parlé avant qu'on rentre en onde, puis je t'ai juste dit ça de même parce que, d'abord, je veux saluer le même nom que ma blonde, donc Marie-Claude, qui est une auditrice de Radio Pirate et qui est dans le coin de Vero Beach. Son gars va jouer le Final Four, qui est pour la deuxième fois de l'histoire, dans le sud, donc carrément à Tampa Bay, dans la fin de semaine de Pâques. Donc, parce que tout le monde parle du basket. Puis effectivement, c'est une année extraordinaire. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait des braquettes qui vont gagner de l'argent avec ce qui est arrivé. Bien, Jean-Charles était là avec sa co-animatrice Daphné Malbeuf à New York, au Madison Square Garden. Non, c'est fou, là. Puis là, le Frozen Four, donc qui est en même temps que le basket, c'est les équipes de hockey. Des programmes de hockey incroyables. Tu sais, je veux dire, il y a vraiment des programmes universitaires qui sont incroyables. Beaucoup d'histoires. Ils vont régulièrement, en tout cas, au moins dans... Boston. Aller dans les 4 premiers, c'est dur, mais moi, dans les 16 premiers, on voit souvent des programmes qui sont très forts. Et là, tu as cette année Minnesota qui est fort. Boston U, donc Boston University qui est fort. Michigan qui est très fort également. Et on a Quinnipiac qui est là-dedans. Mais c'est où, ça? Puis, regarde, Jerry, tu vas me le trouver. Quinnipiac. Oui, je vais te trouver ça. C'est où? Quinnipiac. Puis, je regardais. Puis je sais que le junior majeur a amélioré ses affaires. Là. On a vu Bobby, le gardien qui s'est pogné contre le fils de Patrick Roy, il est rendu dentiste. Donc, il est possible de jouer au hockey junior puis de finir avec quelque chose de l'école qui n'est pas pire. Quinnipiac, là, c'est la banlieue de New Haven. Entre Hartford puis New Haven. Exact. C'est en plein ça. En Nouvelle-Angleterre. Ouais, effectivement. Donc, Quinnipiac, quand on regarde la club de hockey, bien, il y a son fils à elle, qui est un filion, donc qui va être là, est bien fier. Le père est bien fier aussi. Puis, quand je regarde dans l'équipe, beaucoup de joueurs québécois, beaucoup de joueurs de BC. Donc, les programmes universitaires attirent beaucoup de joueurs du Canada. Bien, il y a de plus en plus de parents. Dans le temps, quand Gilles Lupien, mais là, son fils a à peu près la même philosophie. C'est pour ça, d'ailleurs, que Gilles Lupien était perçu comme un ennemi de la Ligue junior majeure. Gilles Lupien, lui, quand des parents lui demandaient conseil, lui disaient, écoutez, si on est capable d'aller chercher un scholarship pour votre gars, c'est un no-brainer. Puis, oui. C'est comme ça que Louis Leblanc s'est retrouvé à Harvard. C'est comme ça qu'à l'époque, ben avant, Joey Juneau s'est retrouvé à Providence. Puis, de plus en plus, tu regardes ça, là, on va dire de quoi. Mais comment tu veux aller contre ça? Les chances qu'un garçon dans la Ligue junior moi, demain majeure, matin, j'ai un gars, puis il n'est pas pire au hockey, je l'amène là. Ben, il va sortir à 21 ans avec un bac américain, parfaitement bilingue, un encadrement collégial, 40 parties par année. Qu'est-ce que tu veux de mieux que ça? Non, c'est ça. Je sais pas si... Je sais que des fois, on touche un genre de sujet, une vache sacrée, là, quand on parle du hockey junior chez nous, mais... C'est une vache sacrée, mais en réalité, là, c'est la Ligue collégiale 3A qui aurait dû passer. Ben, ça n'a pas passé. Avec Marc Tardif et Serge Savard comme président. Ben oui. Normalement. Je me rappelle très bien, c'est mes années à moi. C'est Lévis-Lauzon, dans le coin de Québec, avait une équipe, mais ça n'a pas levé, cette maudite affaire-là. Donc là, tu as Yaniv Perrin, parce que l'équipe est une équipe très défensive. Les autres, ils ont beaucoup de je dirais, d'étincelles offensives. Ce club-là est très bâti sur un système très défensif. Et le cœur du système, oui, des bons défenseurs, oui, une bonne mise en un bon système de jeu, mais un gars dans le net qui s'appelle Yaniv Perrin, un gars de Delors-des-Ormeaux. Tu as ensuite, là-dedans, tu as un gars de Kelowna, Charles-Alexis Legault, donc un gars de Kelowna, BC. Tu as Matthew Campbell qui est de Vancouver. Tu as Ethan DeJong qui est de Vancouver aussi. Bon, il y a un Suédois ici. Tu as Christophe Filion qu'on vient de parler qui est de Sherbrooke, Québec. Tu as Jaden Lee. Jaden Lee, donc on commence à voir les Asiatiques au hockey avec la région de Vancouver. North Vancouver. Ensuite de ça, tu as Jacob Killen de la Nouvelle-Écosse. J'ai quasiment envie de dire que Joey Cipollone, il est de l'Université de Vermont. Il est dans le coin du Vermont. J'ai l'impression qu'il n'est pas loin ben du Québec. Ensuite, il en reste un autre ou deux. Là. Alex Power du Newfoundland, donc Canada aussi. Tu as Daisy Burgert de Nord Vancouver aussi.
Tu as Christophe Tellier de Sherbrooke, Québec. Excuse-moi, là, la moitié du club est canadien là-dedans. Là. Puis ça se retrouve en Final Four. À Tampa Bay. À Tampa. Ils vont peut-être être à l'hôtel qui va être rebaptisé Jonathan Drouin. Jonathan Drouin, vu que c'est proche, pour pas arriver en retard. Mais soit dit en passant, pour quelqu'un qui aime le hockey, comme toi, Jeff, là, tu prends la route, la 60, toi, t'es plus proche encore que moi. Tu prends 60, tu traverses tes Tampa à 3 heures max. C'est juste que je m'en vais. Mon chum Dodu va y aller. Si moi, je n'étais pas en route pour m'en aller vers le Québec, c'est sûr que j'aurais été faire un tour là. Hey, ça va être ça, c'est du vrai hockey. Là. C'est du hockey, puis c'est de l'ambiance aussi. C'est spécial. Là, est-ce qu'on peut dire que Bettman a réussi son pari, si on voit ça à Tampa? Ben moi, je pense qu'il a réussi son pari à Tampa. Moi, je pense que les Panthers à Sunrise, c'est compliqué. Ça veut dire, veux pas, prendre de n'importe quel maudit bout. Ça te demande, traduit ça en kilomètres, là, c'est 40 kilomètres. Oui. Ils réussissent à mettre du monde dans la place depuis 2 ans, pareil? Oui, mais parce qu'ils ont trouvé une meilleure équipe qu'on a à Montréal. C'est clair. Mais tu as raison. Tu mets ça sur le long de la 95, dans le coin de Pompano ou FLL. Ils rentrent 1000 personnes par semaine. Si c'est pas par jour, je pense que c'est par jour. 365 000 mois par année. Oui. C'est 445 000 personnes par année. Par jour en Floride. Puis là-dessus, ça vient pas tout de Mexico. Ça vient de New York, de Chicago, de Boston, de Philadelphie. Et beaucoup. Ça veut dire que là-dedans, là, c'est des gens qui ont grandi avec du hockey. C'est niaiseux à dire, hein? Mais ils débarquent en Floride en clients potentiels, 400-500 clients potentiels par jour. Hey, c'est grave, là. Je pense que tu as vu toutes les données statistiques pour la Floride, là. C'est rendu 22 700 000. Ben, c'est 445 000. Tu disais 1000 par jour, c'est 445 000 personnes de plus par année. Bon, ben, ça fait à peu près... Mais c'est plus que 1000 par jour. Oui. As-tu une idée? Là? Quasi 1 million par 2 ans. Hey, c'est pour ça, d'ailleurs, que la pression sur l'immobilier est tellement forte. Mais sais-tu quoi? C'est à peu près le seul État que la COVID, ils n'ont pas paniqué. C'est le seul État. Le Texas a suivi parce qu'il y en avait un qui était leader en avant. C'est eux autres qui ont été le... Tu sais, il y a la Suède en Europe et il y a la Floride. D'après ça, les autres ont suivi. Dakota du Sud, après ça, Texas, ces endroits-là. Georgie, d'une certaine manière. C'est absolument pas le sujet d'aujourd'hui. Mais juste pour finir, là, quelqu'un qui prend la peine de suivre ce qui se passe présentement en Europe, là, sur, je veux dire, juste les questions sur les vaccins Pfizer, les combines, les textos qui sont disparus de la première ministre européenne là, qui poussait pour que tout le monde achète des doses, des milliards de doses Pfizer, que son mari travaillait dans une entreprise liée directement à Pfizer. Oui. Oh, il y a des scandales là. Puis que là, ça sort, là. Ils ont eu la tête de professeur. C'est drôle, hein? Ailleurs dans le monde, c'est des sujets de discussion. Ici, on dit... Tabou. C'est fini, passez à autre chose. Spécial. Je veux dire, moi, là, j'oublierai jamais que pour aller au Lesvos, mes vieux chums Donato et Filippo, que ça me prenait l'autorisation du gouvernement Calvez dans mon téléphone. C'est incroyable. Puis qu'il avait peur qu'il y ait un espion dans la place et que fallait qu'il voie mes Donato, avec qui j'étais 1 heure avant, dans le restaurant, il avait peur que quelqu'un le dénonce. Il fallait qu'il scanne mon maudit passeport. Réalisez-vous ce qu'ils vous ont fait? Non. Ben, ceux qui étaient pour disent maintenant, hey, passez à autre chose, là. OK, on revenez-en, là. On est rendu ailleurs, on est rendu... Non. Non, mais à force de passer à autre chose, tu n'apprends jamais de leçons. C'est ça. Voilà. Très bon point. Très bon point. C'est ce que tu disais sur la Floride. J'ai un chum qui est allé, mon chum Sylvain que je salue, qui nous écoute, il est allé jouer un tournoi, lui, c'est à Côte-Ouest, mais il est monté à Jacksonville, jouer un tournoi de ligue de garage. Il dit, il y a un aréna qui venait d'ouvrir là, un 2 glaces, autour des 2 glaces, ici, avec un genre de méga bar sportif dans le milieu. Il dit, ça a ouvert au mois de septembre. Il dit, c'est incroyable, là. Il dit, toutes les arénas. Puis moi, j'ai joué, puis j'ai même coaché dans le temps, quand je restais ici, dans les années 90, puis les arénas, il y en avait, mais je veux dire, c'était un peu bric-à-brac, là. Tu sais, aujourd'hui,
les arénas, les 2 glaces qui sont en train de bâtir un peu partout, que vous soyez à Clearwater, que vous soyez... Il y en a. Et la qualité des infrastructures, c'est extraordinaire. Puis là, on commence à voir des joueurs, justement, qui arrivent puis commencent à monter dans le professionnel, qui sont originaires de là. C'est pas pour rien. Donc, c'est pour ça que je te posais la question sur Gary Bettman, parce que même le marché de l'Arizona va peut-être arriver quelque chose de bizarre avec ce qui se passe. À Gary Bettman, le chiffre est sorti pour Ottawa. Là. Mais j'ai un complément. Le chiffre est sorti pour Ottawa. Là. Parce que juste un petit mot vite, j'ai un complément pour ça. C'est très, très intéressant quand même. Là. C'est RDS. C'est un article qui est paru en 2018. Puis RDS, justement, avait fait un genre de round-up un peu de ce qui se passait du côté des États-Unis. Il y a 61 programmes en division 1 aux États-Unis. La NCAA pour le hockey. Okay? Et en 2018, 32% des joueurs de la NHL venaient de ces programmes-là. 32% des joueurs venaient de ces programmes-là. C'est énorme. Si on recule, mettons, en 2003, donc on recule de quasiment un bon bout, c'est à 20%. Donc c'est énorme, là. Oui, puis ça ne s'arrête pas d'augmenter. Ça augmente. C'est ça. 20 à 32. Ah oui. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de flots qui passent par là. Moi, je redescends le 11 avril. Mais... Ah oui? On va se croiser quelque part. OK. Ah oui, regarde. Hey, dis-moi donc, qu'est-ce qui t'a branché? Je sais que tu étais à la boxe pas mal cette semaine. Il s'est passé beaucoup de choses dans le domaine de la boxe. On s'est parlé après le combat de Simon. Bon, quand est-ce que tu y parles à Simon? J'y ai parlé cette semaine. On a eu un petit problème de micro. Là, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Là. Mais on va prendre le temps d'y parler pour 1 heure et quart, qui nous explique un peu. Là, c'était le lendemain du combat. Puis c'était pour lui, je sais qu'il était en demande. Puis là, ça a fait, mais comme pas fait parce qu'on a eu un problème technique. Mais on devrait y reparler la semaine prochaine, genre. Non, mais parce que. Moi, vraiment, je sais pas. Il semblait minimiser le combat, mais c'était un combat important, un peu, pas mal. Là. Contre Éric Molina, Maison. Molina avait 2 fois, lui, il a affronté Anthony Joshua, puis il a perdu en 9 rounds contre Deontay Wilder. Puis il y a 40 ans, mais les poids lourds, 40-42, c'est encore vraiment dans... Garde Takam, qui a perdu en 10 rounds contre Makhmoudov. Il vient de gagner contre Yoka, qui a gagné la médaille d'or pour la France aux Olympiques, qui était la grande vedette montante. Moi, les poids lourds, là, ça prend juste une claque. Puis Simon, là, il est trop stressé, OK? Ça lui a pris encore 3-4 rondes avant de relaxer dans le ring. Il est tendu comme une corde de violon. Puis là, après ça, là, quand il a commencé, à partir du 3e, 4e, on l'a senti là, être plus lousse. Je veux dire, après ça, là, quand d'abord, il a boxé. C'est son meilleur combat, selon moi, ce que j'ai vu, moi. Il n'était pas pressé. Le jab d'en face, là, il en a passé pendant toutes les rondes. Puis Simon, il est fort comme un bœuf. Le jab de Simon, là, ça étourdit à long. Puis au 7e, ça a pris une droite, merci. 2 droites. Tu l'as vu le combat? Merci, bonsoir. Oui. Puis, c'est ça. Puis Molina, je ne sais pas si vous l'avez vu là, dans le coin, là, il était pas... il essayait de se relever, il était tout croche. Il était vraiment... Parce que quand il a parlé en dehors des ondes, on voulait l'avoir en ondes, finalement, on a eu un problème. Mais il disait, ouais, je sais que Molina est rendu un peu plus vieux, puis il y a eu des combats plus tough, mais non, c'est quand même un gars qui a un CV pas pire. Là, Mais là, le combat, c'est... moi, Christian Mbili, là, c'est le 8e round, je ne sais pas si tu l'as vu sur YouTube, là, il est là. Le 8e round, là, c'est... Moi, c'est un des 3 rounds que j'ai vu dans ma vie. Le meilleur, selon moi, ça a toujours été le grand Tommy Hearns contre... comment est-ce qu'il s'appelait, donc? Ça fait 2 fois que j'oublie son nom, lui. En tout cas, Marvin Hagler. Le premier round du combat, Hagler contre Tommy Hearns, c'est considéré comme le meilleur round de boxe de l'histoire. Pour ça, mettons que Roberto Duran et Sugar Ray Leonard, le 14e ou le 15e round, dans ce temps-là, c'était des 15 rounds. Ouais. Mettons que c'était quelque chose. Mais Mbili, c'était incroyable. Tu sais, quand tu dis une vedette, a star is born, le casino, ça l'a levé
Puis le lendemain, les radios, puis toutes les TV. Puis ça coïncide. Je pense que tu as eu le documentaire sur lui. Très bien fait. Et, vraiment bien fait, là. Et là, regarde, la preuve que ça a levé, c'est Top Rank l'a mis sur son réseau de TV tout de suite le soir même. Oh. La version sous-titrée en anglais. Ça fait du chemin, là. C'est parti. Et, pour les gens qui se demandent, c'est une production de Julie, c'est là, de ta blonde. Oui. Mais quand tu vois... Elle a appris ça comment, elle? Tu lui as montré, c'est quoi? Obélix. Okay. Elle est tombée dans la potion magique. Parce que d'abord, Julie a fait de la dyslexie un peu. Puis vocabulaire, elle, là, c'est la seule productrice, là, à un moment donné, qui a dit hey, écoute, Carlis, c'est une main. C'est correct, ça. C'est bien que ça marche. Dans l'époque où on est, il y en a pas bien de même, ça en prend. Fait que, mais elle a l'instinct, puis ben, c'est sûr, ce que moi j'ai apporté là-dedans, là, je pose une question sérieuse, c'est la pré-production. Ce que je veux dire, c'est dès le début, là, 4-5 ans, après ça, elle prend tellement ça à cœur qu'elle s'est rendue malade. Elle s'est retrouvée elle a eu le cancer, puis à tout bout de champ. Comme là, elle est toute croche parce qu'elle a un schwannome, un tumeur dans un nerf sur la colonne vertébrale. Ouais, mais pour faire une histoire courte, mais ce que j'y ai montré, c'est la pré-production. Je me souviens, moi, avec Simon René et Marc Denis, chez nous, le dimanche, j'avais des Bordeaux 2005 que j'avais achetés quand j'étais avec Louise. Puis j'en avais une quarantaine de bouteilles. J'avais vidé quasiment les réserves des SAQ, des Laurentides. Puis les gars, là, on passait 2-3 heures. Qu'est-ce qu'on met dans le premier bloc? C'est quoi l'histoire qu'on veut raconter? C'est quoi la courbe que tu veux maintenir? Qui on va interviewer là-dessus? Parce que le monde ne le font pas, le papier. Ça a partie, dans le fond, c'est la partie plate, mais c'est la partie importante. Comme si tu as vu le M-Billy, là. Le cœur du documentaire, c'était de l'asseoir avec des amis, avec Gilbert Delorme, puis pour qu'il soit lousse, qu'il soit à l'aise, parce qu'à un moment donné, on avait dit, il va falloir qu'il nous parle de son enfance au Cameroun. As-tu le goût toujours de ramasser ces histoires-là? Mais c'était autour. C'est quoi le lien avec Gilbert? C'est arrivé comment, le lien avec Gilbert? Parce que Gilbert est vraiment un amateur de boxe. Puis en plus, Gilbert Delorme, tu le connais, on est allé, il a 59 ans, il a le corps d'un gars de 30 ans. Puis Gilbert, on voulait que Gilbert puisse témoigner que le surplus que tu mets, c'est ça qui fait que tu peux être vraiment meilleur que le gars de l'autre bord puis durer plus longtemps. Tu sais, Gilbert Delorme, quand il a fait son ACV en Floride l'année passée, en janvier, c'est quelqu'un d'autre que Gilbert Delorme. Là. C'est sûr qui sont. Quelqu'un penché, il passe pas à travers. Il y a des séquelles graves. Ben, voyons. Puis Gilbert, il se lève le matin à 5 heures, puis pendant 1h30, il fait du gym, puis c'est du gym qui me tuerait, puis probablement qu'il t'assommerait. Mais c'est pour ça qu'on... Non, il est en shape. Tu vas à la plage avec... C'est tannant, là. Non, tu gardes ton T-shirt plus longtemps, à un moment donné, il fait chaud, tu l'enlèves, là, mais... Tu passes deuxième, puis quand sa fille est là, t'es rendu 14e. Oui, exact. En tout cas, félicitations, tu diras, félicitations à July, parce que c'est vraiment, vraiment hot ce qu'elle a fait. Vraiment hot. Là, elle est en train de faire Wilkins Mathieu. C'est du monde de Québec, ça. Famille de Québec. OK. Et, on va dire, Lexon Mathieu, lui, moi, je trouvais qu'il avait un talent fou, mais il aimait mieux l'argent. Puis c'est correct, là. Pendant la pandémie, quand il a vu que la boxe, ça traînait, il s'est converti. Il est allé en Thaïlande. Il s'est perfectionné en crypto-monnaie. Il a fait 700 000 en 6 mois. Il a dit, moi, là, j'ai trouvé quelque chose de plus excitant. Mais le jeune, lui, il a la passion de la boxe. Pose-lui n'importe quelle question, il va te répondre. Mohamed Ali, tel combat. Oui. Sugar Ray Leonard, oui. Puis, vraiment, là, c'est un passionné. Il est-tu retourné à la boxe ou il est resté dans la crypto? Lexon, il est dans finance jusqu'aux oreilles. C'est bol.
péter pareil. Hein? Mais c'est parce que c'est un gars qui n'a pas peur. Donc, dans le ring, il n'a pas peur, puis dans la finance, il n'a pas peur. Il y a un lien entre les deux. Là. Je ne sais même pas ce que c'est qui va être retenu dans le montage du documentaire, mais leur mère, les trois gars, là, elle s'est retrouvée monoparentale à toute fin pratique à 36 ans. Elle avait 3 gars. Fait que là, elle dit, c'est pas vrai que je m'ai tiré le diable par la queue le restant de mes jours. Elle s'est inscrite, elle a fini son cégep vite. Elle s'est inscrite à l'université. Elle a fait son bac en droit. Elle a fait son barreau. Il n'y a rien d'autre, oui. Oui, monsieur. Elle avait 37 ans. À 36 ans? Elle a commencé. Ouais, mais quand elle est rentrée à l'université, elle avait 37. Et aujourd'hui, elle est avocat criminaliste. C'est une tough. Ça, là, m'a dit de quoi? Tu sais, en vieillissant, on sait, là, l'école, c'est plus dur. Tout est plus dur. On est moins éponge. L'éponge est plus sec un peu. Ça, c'est tout en son honneur. L'éponge a été pressée. Ben oui, c'est ça. L'éponge s'est fait brosser. Marie-Josée Mathieu. OK. Thank you, Reg, parce que je regarde le temps, je dois te laisser aller. Okay. T'as d'autres choses à faire de ta journée. Régent Tremblay est avec nous autres sur Radio Pirate en ce mardi. Les livres de Jerry sont arrivés. Les livres de Jerry sont dans la maison. Ils sont arrivés. Reg, on s'en parle la semaine prochaine. Salut, bye. Boîte à Jerry après. Es-tu prêt? Yes. Les livres sont dans la maison, hein, Jerry. Ils sont arrivés. Les livres sont arrivés. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. The Revolution. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. Jeff Fillion. Jerry. Yes. Jerry. Yes. Jerry. Yes. Jerry. Toi, tu me dis l'autre jour que tu étais un amateur de petits. Comment on appelle ça, les petites images là, qui bougent. Là, les petits gifs animés, les petits gifs, t'aimes ça. Mais je pense que pour vrai, toi, t'es plus un fan d'emoji. Ah oui. Toi, t'es un pro, là. Toi, t'es un pro d'emoji. Même des fois que tu nous réponds par des emojis. Oui, il faut deviner. Toute la réponse, je pourrais vous faire une réponse écrite de 50-60 mots. Oui. Mais je vous fais la réponse 100% en émoticône. Voilà, en émoticône. Mais on dirait des hiéroglyphes d'Égypte. Mais je ne répondrai pas en audio. Non, pas en audio. Quand tu vas visiter les pyramides, puis tu vas en Égypte, il y a des personnages, il y a des affaires. Tu vois, c'est comme des lignes, là. Puis dans le temps, ils écrivaient avec des images. Donc, c'est la même chose, là. C'est des emojis, là, c'est des hiéroglyphes de 2023, là. C'est ça, là, en réalité, là. C'est carrément de même. Et là, aujourd'hui, sur le iOS 16.4, je ne sais pas trop quoi, là. Il y a 31 nouveaux emojis aujourd'hui. Si vous avez mis une mise à jour, là. Il y a une tête d'orignal dans les emojis. Il y a un âne. Il y a le logo, tu sais, le logo du Wi-Fi, là. Il y a le logo du Wi-Fi. Je pensais qu'il était là. Il n'est pas là. Ben, il est nouvellement là, je veux dire. Il y a un cœur bleu pâle. En tout cas, il y a une flûte, il y a des petits pois, il y a du gingembre, il y a un éventail. Donc, il y a 31 nouveaux, on dirait dire nouvelles, emojis disponibles pour les fans comme toi, Jeff, qui aiment ça. Donc, il faut mettre à jour notre téléphone. Mais là, tu vas pouvoir mettre l'emoji de tête d'orignal avec l'emoji de fondu. Donc, la fondue à l'orignal. Oui, tu vas pouvoir jouer là-dedans. Là. Hey, ça, c'est une histoire drôle. Mais drôle. C'est pas drôle pour la personne qui le vit. Là. Puis ça, c'est un phénomène complètement capoté qu'on vit peut-être moins ici au Canada. On vit ça. Ceux qui sont comment dire, populaires aux États-Unis vivent ça. En Europe aussi. Je ne sais pas ailleurs dans le monde. En Inde, je pense que c'est beaucoup de même aussi. Les paparazzis. Les tannants. Les super tannants. Connor Bedard, le Flo,
qui joue au hockey. OK? Qui est un des. Ça va être le premier choix là, au prochain repêchage. Il joue pour les Pats de Regina. By the way, il est rendu à 143 points en 57 games. Quand même, il roule dessus. Il a 71 buts, 72 passes. Il roule dessus en 50. C'est une méga star. Le jeune est vraiment bon. Mais sa mère, maman, elle vit à North Vancouver. Elle a des paparazzis dans la rue qui l'attendent dehors. Voyons. C'est la mère du jeune. Il a fallu qu'elle sorte ses réseaux sociaux pour dire « Calmez-vous une heure. » Il y a même un paparazzi. Oui, mais ça s'attend à quoi? Il veut avoir quoi, la madame? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il attend. Je comprends pas ce qu'ils font là. Mais à un moment donné, je ne sais pas trop quoi. Peut-être que le jeune, dans ses journées de congé, il retourne peut-être chez sa mère. On s'entend-tu? Il fait peut-être des petits séjours une fois de temps en temps, tu sais. Mais quand même, là, lâche madame. Elle, là, elle est tannée. Elle dit, je vais au supermarché, il y a du monde qui me suivent. Arrêtez! Elle est à veille d'avoir sa carte de hockey. Là. C'est ça, oui, c'est ça l'histoire. Là. À un moment donné, il y a un gars, un cave, qui est comme passé en arrière du terrain, puis il criait, il dit « Hey, est-ce que Connor est là? » Mais non, Connor, il n'est pas là. Il est avec son équipe de hockey. Oui, il joue au hockey. Il joue au hockey à Regina. Là, tu es à Vancouver. Chris ton camp d'ici. C'est spécial pareil, hein, les paparazzis. Des fois, ils sont complètement sautés. Là. À un moment donné, ça prend une certaine logique. Hey! Là, je pige dans la boîte. Là. Tout est mélangé. C'est une genre de boîte du vendredi, mais là, elle s'étire quasiment la semaine. Là. Je suis enfargé dans la boîte tantôt, Jerry. Oui, c'est vrai. Je m'enfarge dans tout. Il y a une vendetta sur Airbnb au Québec. Carrément. Là. Ça n'arrête pas. Et on venait de finir Netflix. Hein? Comment? On venait de finir Netflix, on venait de finir Facebook, on venait de finir... Oui. C'est une par semaine. Là, c'est une par semaine, c'est ça. Là, c'est Airbnb, puis c'est toute une histoire. Puis là, on l'apprend que 79% des annonces québécoises sur Airbnb sont illégales. Ben oui, hein. Donc, c'est des annonces qui n'ont pas leur espèce de numéro. Ils ont comme un genre de numéro d'enregistrement. Est-ce que je comprends? Donc, il y aurait... Je me fie aux chiffres, là, mais c'est quand même énorme. Il y aurait 23 245 annonces. 23 245 annonces qui sont illégales présentement sur Airbnb. Beaucoup de monde. Imagine-toi s'ils font le ménage là-dedans. Je comprends rien, ça. Qu'est-ce qui devient légal et pas légal? Voyons, non. Je veux dire, j'ai une maison, puis je veux louer ma maison. J'ai pas besoin d'avoir de légalité. C'est ma maison. Voilà, c'est ta maison. Oui, mais là, les revenus de ça... légal de quoi, là? J'ai volé quoi? Là? J'ai rien volé. T'as rien volé. J'ai mis une annonce sur un site pour louer ma maison. Qui décide qu'il y a quelque chose d'illégal là-dedans? Là? Parce que là, toi, c'est comme... Toi, t'as pas de... On m'a dit, tu fais comme un peu de l'hôtellerie, mais sans payer les permis d'hôtellerie. Là. C'est toute l'histoire de la patente d'hôtel. Moi, je peux vous dire une chose. Là. Puis ça, je vais le dire au gouvernement parce que c'est sûr que c'est un message envoyé là, dans les airs comme ça. Ça peut peut-être se rendre à la ministre du Tourisme. Ça va peut-être se rendre. Je veux juste y dire quelque chose. Arrête Airbnb au complet. Arrête-le. Fais un test. Dis, mettons, nous, au Québec, on va faire un test. Avant de l'arrêter pour tout le temps puis d'écœurer tout le monde, on va faire un test, on va l'arrêter au complet pour 1 an. 1 an. Il y a des régions du Québec qui vont crever comme des rats. Des places éloignées où ce que jamais tu irais là en vacances, parce que tout ce qu'il y a, c'est un motel à fesses ou une espèce d'hôtel sur le bord du fleuve à 400$ la nuit. Là. Entre les deux, tu n'as rien. Là. Motel à fesses avec du poêle dans le lit ou hôtel 4 étoiles à 450$ la nuit.
déjeuner pas inclus. Là. Laissez, si tu veux avoir du tourisme, laissez Airbnb en vie. Laissez Airbnb vivre. Le monde de partout vont venir nous voir. Là, je te l'ai dit, là. Les méchants, c'est Airbnb, c'est Netflix, c'est Spotify, c'est Amazon, c'est Google, c'est Facebook, c'est Uber, c'est Uber Eats, c'est Apple, c'est Tesla, slash Twitter, c'est YouTube. On sait, là, c'est tous ces méchants-là. Ça, là, c'est... Tout le monde ici, en tout cas tout le monde, je veux dire, les médias et les politiciens s'attaquent à ces gens-là quasi quotidiennement. Moi, j'ai hâte qu'on les bannisse. Oui, c'est ça. Il faut le faire. Il faut les bannir, Jeff, mais les bannir, il faut faire un test. Moi, le blabla, je suis plus capable. Non, je sais. Peux-tu arrêter ça? Là? Oui. Bon, Airbnb ont mis le feu dans une bâtisse, c'est réglé, ils sont coupables, tout est passé par là, parfait. Puis tout le reste, là, c'est pas correct, puis c'est possible, c'est pas les hôtels. Vous pouvez crisser dehors. Crissez-les dehors. Toute la gang. Uber, pareil. Amazon, pareil. On va acheter local, on a le panier bleu, on n'a pas besoin de... Ah ouais, un après l'autre. Envoyez le message au reste du monde que le Québec, c'est Cuba. OK? Qu'on règle ça une fois pour toutes. Là. On s'arrangera de la merde après. Mais là, le niaisage, ça suffit. Là. Ouais, mais là, on va faire une loi. La loi, c'est 11, la loi, c'est 18. Puis là, les gens, ils ne pas puis là, les d'Amazon, puis ils sont pas fins, ils ne payent pas des taxes, puis le bain, puis ils ne donnent pas de bain au CHSLD à cause qu'ils ne payent pas de taxes. Non, c'est de même à toutes les semaines. C'est plus capable, Steve. Non, ça fait 7-8 ans que ça dure. Crissez-les toutes dehors. Qu'on ait la paix. Ça va-tu finir? Ça va-tu finir, cet enfer-là? C'est incroyable. Hey, je pige dans mes petites patentes. Juste dire, Elon Musk, là, il y a un autre méchant. Elon Musk, il dit que lui, Twitter, il a payé 44 milliards. Mais avec le montage financier qu'il a monté pour acheter Twitter, lui, il dit que ça vaut 20 milliards présentement. Ça vaut la moitié de ce qu'il a payé. Mm-hmm. C'est sûr que, autrement dit, ils ont perdu beaucoup. 500 des plus gros partenaires publicitaires ont pris des pauses de publicité sur Twitter. 500. Donc, il y a eu un genre de choc. C'est sûr que... On sait très bien c'est quoi. On l'a déjà vécu d'une certaine manière. C'est la manière de la gauche de censurer, de mettre de la pression. Il y avait des gens qui mettaient de la pression sur des agences de pub d'arrêter. Apple a eu de la pression d'arrêter. Oui, exactement. C'est le même qui marche. C'est le même qui marche. Un genre de cancellation dans le sens. Mais là, le choc a été fait, là, parce que là, tu dis Elon Musk, la liberté d'expression, puis là, les malades vont être rendus sur Twitter, puis là, telle affaire. On a entendu toute la folie. Mais là ça retombe. Lui, Elon Musk, il dit que dans 10 ans, sa business, ça va valoir ça, c'est style Elon Musk. Là. Il dit que sa business, ça va valoir 250 milliards. En ce moment, on est dans le. Il y a une perte sur la valeur de ce que j'ai payé. Mais lui, il voit un potentiel énorme dans Twitter. Donc, regarde, il devait perdre de l'argent. Là. Et là, ben, les annonceurs sont de retour, puis il y a du trafic en masse sur Twitter. Et il pensait de perdre des centaines de millions de dollars par année pour commencer. Et il devrait arriver kiff. Oui. C'est ça l'important, là. C'est ça l'important. On a besoin de Twitter en posant. Il est en train de ramener à la barque, pas à peu près, là. Il ramène la barque, c'est ça. Il y a eu un choc au début, puis là, après ça, il ramène la barque. Hey, j'ai vu une affaire plus inquiet de Facebook sur une période de 10-15 ans que Twitter. Oui. Beaucoup plus inquiet. Facebook, ben c'est ça. Facebook, il faut qu'il garde les jeunes, possiblement. Mon feeling. Il faut que les jeunes restent là. Je vous dis pas que Facebook va mourir. Non. Dis juste qu'entre les deux, j'ai plus de confiance en l'avenir de Twitter que de Facebook. Mais ça peut aller vite dans le sens que les réseaux sociaux, il y a toujours un... En fait, compte TikTok, qui allait sur TikTok il y a, 2 ans, 3 ans? Mais 3 ans. C'était vraiment quasiment underground. Aujourd'hui, grand moment est sur TikTok. Là. Hey, l'histoire, ça... Oh, là, on est... Juste te dire TikTok, j'essaie de trouver mon affaire. C'est que Fred nous écrit...
Jeff, ce que vous avez parlé hier sur TikTok pour la pub et rentabiliser la patente, il y a beaucoup de pubs sur TikTok, sauf que tu ne le vois pas tellement. C'est écrit « Sponsor » dans le bas à gauche et un bouton pour cliquer pour sortir de TikTok vers un site web apparaît. Mais il y a bien des pubs avec des dashboards pour publicitaires comme Meta a en ce moment. Donc, Meta, c'est Facebook. Puis je regardais hier, les revenus de TikTok, c'est 8 milliards. Oh. Donc, il y en a un peu, là. Il y a du bon. 8 milliards. Y a-tu du bon? Ben oui. Ça brasse-tu? Là, on est dans la semaine. Regarde, le 1er avril, c'est samedi, je crois. C'est vendredi ou samedi? C'est samedi, je pense. Là, on est dans la semaine des poissons d'avril. Oh! Il va y en avoir des poissons d'avril. Des fois, c'est un peu tannant, là. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est le temps de l'année des poissons d'avril. Et tout le monde essaye de faire un genre de poisson d'avril à un moment donné. Puis la rôtisserie Benny. Benny, il y en a eu un poisson d'avril. Ah ouais? Oui, la vente de parfums pour voiture, odeur de sauce barbecue. Oh oui. Oui. Ça a passé sur les réseaux sociaux, hein? Des genres de petits clips d'odeur de sauce à barbecue pour les voitures. Ben, c'est un poisson d'avril. Quand tu cliques dessus, c'est drôle. Mais l'idée comique de Benny. Hey, j'ai une affaire. C'est tellement mélangé, mes affaires. Quelle sauce t'as mieux entre Benny et Saint-Hubert? Tu sais, il y a comme dans la sauce Benny, il y a un peu de... Il y a un peu de cannelle. Il y a un peu de cannelle, voilà. Ouais, Jerry dit tout le temps ça. Oui, Benny a plus de torque, un peu. Moi, oui? Personnellement, j'aime mieux Benny. La sauce? Oui. Personnellement. Je sais pas. On dirait que c'est... Ben, moi la sauce Saint-Hubert, Ouais. ça fait partie de nous autres. Là. Moi, je suis dans l'équipe Jeff là-dessus, moi. Oui. Moi, on Ouais. dirait que je le sais pas. Saint-Hubert. Je trouve que le poulet Benny est écœurant. OK, la grosseur est parfaite. Ouais. La peau est parfaite. La cuisson est parfaite. Les frites, bon, ben, je suis plus frites un peu plus allumettes, là. Mais je suis capable de dealer avec. La sauce est très bonne, là. Don't get me wrong, là. J'adore Benny, là. Mais j'ai encore mon lien avec Saint-Hubert. Je sais pas, c'est peut-être... je sais pas, il y a quelque chose de réconfortant avec Saint-Hubert. La salade de choux. Moi, je dirais que c'est le tout. Tu sais, le tout de Saint-Hubert, là, quand tu prends ton assiette garnie avec la salade de choux crémeuse traditionnelle, tu sais, il y a comme un tout qui est dur à... Il y a quelque chose de très réussi là-dedans. Mais tu sais, regarde, je suis moins fusé. Je connais moins le produit. Je l'ai pris, là, mais je veux dire, j'ai pas pris assez pris souvent pour donner une cote. Moi non plus. Mais tu sais, là, on jase pour jaser. Tu mets Saint-Hubert à 9 sur 10, puis que tu prends pour Benny va avoir 9.1 ou bien 8.9. Là. On est pas mal dans les mêmes eaux. Oh, oui. On est choyés pour ça. Oui. T'sais. Parce que le poulet rôti comme ça, là, les chaînes aux États-Unis qui font ça, c'est plus rare, je pense. Hein? Ben, c'est plus des barbecues, c'est plus des... tu vas avoir Boston Chicken, des patentes de même, mais il n'y a rien qui bat. Tu sais, tu vas aller chez Costco, il va y avoir un poulet rôti. Tu vas aller chez Sam's Club, il va en avoir un. Chez BJ's, il va en avoir un. Mais le restaurant comme ça, on est choyés. Là. Salade de choux, c'est Dixili. Ben oui. C'est Dixili. Oui. Hey. Non, mais ça c'est une autre affaire. Ça, quand tu tombes dans le poulet frit, c'est une autre game. Non, ça, c'est une autre game. Là, c'est pas la même ligue. C'est une autre ligue. Regarde, moi, là, j'avoue que Moi, j'ai été élevé à côté d'un poulet frit Kentucky. OK. OK? Donc, la senteur du poulet frit Kentucky, là, c'était à moins d'un demi-kilomètre de chez nous. Oh. Y avait-tu l'annonce? Qui vantait, je l'avais tout le temps. Y avait-tu l'annonce avec le baril qui tourne? Le gros baril? Oui, il y avait le gros baril qui tourne. Ensuite, j'ai connu le propriétaire des poulets, des KFC. Là. Moi, ça m'a marqué. Là. John Beethoven, grand patron, notre boss pendant 5 ans sur XM. Quand je mangeais avec, il me donnait toutes les ventes de tous les restaurants à travers le Canada. Hey, Jeff, toi, t'es élevé à Chicoutimi-Nord. Chicoutimi-Nord, tel nombre de ventes par année. C'est mon 7e meilleur au Québec. Donc là, ça a tout tombé, son affaire. Là. Il a comme débarqué de ça un peu, là, mais John, il connaissait toutes ses ventes. C'était tous des restaurants corpos. Il n'y avait pas de franchise. Et par après, j'ai pris une pause du poulet frit. Parce qu'on nous a mis dans la tête que le poulet frit, je ne sais pas pour quelle raison, que c'était moins bon pour la santé que du poulet, mettons, genre rôti. Pas vrai, pas tout. Ça, c'est n'importe quoi. Là.
Mais on est tombé là-dedans un peu. Quand j'ai recommencé à être souvent aux États-Unis, j'ai remangé du poulet frit. Et il n'y a aucune comparaison, là. Si tu me demandes lequel poulet tu veux, tu me parles de Dixie. Si tu me dis, non, moi, c'est poulet frit, là. Parce que le poulet frit, la manière qu'il est cuit, tu sais plus que moi, tu es un cook. Les jus tombent pas en bas, là. Juicy. Le jus reste dedans, là. Ah oui, là, tu me dis ça, j'ai faim. Oui, ça arrête. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Aux États-Unis, je pense qu'il y a une place dans un supermarché que tu aimes beaucoup le poulet frit, là. C'est Publix. Publix, donc le poulet frit de Publix. Publix, excellent. Écoute bien. En fait, je vais te dire une affaire, OK? Dixie est écœurant, c'est notre commanditaire, puis quand on en mange, je le dis tout le temps, là. Tu sais, il y a quelque chose de spécial, puis moi, j'ai été élevé avec du Dixie aussi. On avait un Dixie juste l'autre bord du pont, à Chicoutimi. Donc, Dixie, j'en ai mangé à tonnes dans ma vie. Il n'y en a pas de tonnes au Québec parce que ça vient ça vient des Maritimes. Ça vient du bas du fleuve. Oui, c'est ça, des Maritimes, puis ça vient des Maritimes. Ça s'est développé dans le bas du fleuve au Québec. Mais, tu sais, j'ai remangé. Tu sais, je l'avais comme mis en chicane, le Kentucky, là. Ouais, il est très bon. Ben oui. Du poulet frit. Ah, du poulet frit, c'est du poulet frit. C'est God. C'est God non, c'est... Il n'y a rien de meilleur comme poulet, là. Je veux dire, je peux bien manger, puis on peut bien s'en faire. On s'en fait, du poulet rôti dans un genre de air fryer. L'affaire, c'est que le poulet rôti de rôtisserie, c'est extraordinaire. Mais personnellement, moi, j'ai pas de crave. J'ai pas de crave. C'est-à-dire que le poulet frit, j'ai une crave. À un moment donné, voilà. J'ai comme une bulle dans le cerveau. Boum, un peu, là, ça marche plus. Là, je ferais n'importe quoi pour avoir un 3 morceaux. Ça veut dire c'est ça. C'est comme une espèce de crise. Tu sais, gars, moi, j'aime le Popeye Louisiana Kitchen. J'aime le Publix. J'ai remangé. Je l'avais vraiment mis Regarde, je l'avais vraiment tassé. J'avais tassé parce que j'ai comme écouté le discours que c'était quasiment mauvais pour la santé. Puis j'ai remangé le poulet frit Kentucky. Puis je me suis dit, voyons, c'est parfait, ça. Puis là, ben, on a la chance à Québec d'avoir du Dixie. Là. La Rive-Sud aimerait bien ça d'en avoir un. Ben, il y a bien des endroits à Montréal. Il y a des gens qui voyagent partout au Québec pour venir à Charlebourg. Là. Oui. De Montréal. De Montréal, parce que c'est des gens du monde de Montréal. Oui, parce que le Dixie le plus proche de Montréal, il est à Charlebourg. C'est ça. C'est ça qui est drôle. C'est ça qui est comique. Est-ce que... Moi, je vais vous dire une affaire. OK? Je vais juste finir. Oui. Au Québec, on a fait une mauvaise presse au poulet frit sans raison. C'est vrai. OK? C'est à partir de quoi? Y a-tu du lobbying? Tant mieux, il y a des joueurs qui ont pris de la place. Mais moi, je vous garantis une chose. Au Québec, il va y avoir d'autres Dixie. Ouais. Il va y avoir à un moment donné un Popeye. Il va y avoir un Chick-fil-A. Chick-fil-A, c'est du poulet frit. Là. Chick-fil-A, c'est du poulet frit. C'est du poulet frit. Sandwich poulet frit. Exactement. T'sais. Donc, et je sais que Mario chez Dixie, partait pour dire Winn-Dixie, qui va pas un épicerie, chez Dixie, il travaille sur des sandwichs qu'il va faire lui-même. Oh. Un genre de... Parce qu'il y a une grosse mode de poulet frit dans un sandwich. Oui. Je vous ai parlé du Nashville Hot Chicken. Il y a celui de Chick-fil-A qui a créé toutes sortes de copies à travers toutes les autres chaînes. Mais là Mario, t'en as fait goûter un la semaine passée, toi et Jerry. Maison du Dixie. Ça n'a pas de sens. Ça, là, je vous le dis, là, d'ici 10 ans au Québec, je vous dis pas que ça va battre les burgers. Mais on va être pas mal dans les mêmes eaux. Tu sais, c'est pas quelque chose qui va être là pour 3 mois. C'est pas quelque chose qui va être là pour une promotion. Ce qui se passe, on le voit avec Chick-fil-A. Chick-fil-A, c'est une religion. C'est-à-dire dans le sens que... Voilà. Quand il ouvre un restaurant, là, il faut qu'il prévoie quasiment les rues en conséquence du restaurant qu'ils vont ouvrir. Plus que ça. Les villes les acceptent plus. Les gars qui ont des centres d'achat les veulent plus. Donc, les villes, le problème, c'est que les citoyens se lèvent et disent non. C'est pas qu'ils n'aiment pas de Chick-fil-A. C'est qu'ils savent que ça va provoquer à chaque jour, sauf le dimanche, parce que c'est fermé, il y aura toujours des problèmes de circulation dans ce coin-là. Un peu comme Costco, d'ailleurs. Donc, je vous le dis, il y a une... On est un peu en retard parce qu'on a fait
C'est ça une l'histoire. mauvaise presse au poulet frit, sans raison. Sans raison. On est parti sur nous. On est de même, nous autres. Les Québécois, on passe des chires des fois. On s'invente des histoires dans la tête. Vous allez voir, là. Moi, je vous le dis, là. Ils ont failli éradiquer le poulet frit au Québec. Oui. Quand tu y penses. Ben oui, c'est ce qu'ils ont fait. Une année, il n'y en avait plus là, de poulet frit. À Québec, ici, il n'y avait plus de Kentucky. Là. Il n'y avait plus de Kentucky. Non. Les gens partaient de Québec pour aller à Donnacona. Ça donne une idée. Donc, mais ça, c'est pas normal. Mais c'est pas normal du tout. Là. Mario de Dixilly, là, qui est venu nous voir pour nous faire goûter son sandwich, là. Et moi, je ne le connaissais pas beaucoup, là, mais il nous a parlé des premières semaines de Dixilly. Mais c'était capoté. Il travaillait jour et nuit. Il y avait du monde. Il y avait des fils en permanence. Il ne veut pas nous en parler en ondes parce que c'est... Moi, j'ai dit, tu as une histoire incroyable. Il donnait juste des petits bouts pour dire, voyons, c'est un film. C'est une histoire de Netflix. Là. Non, c'est un film de Netflix. Il dit, je te dis rien. Là. Il dit, c'est épouvantable. Il dit, c'est inimaginable. Puis lui, il a misé beaucoup là-dessus, là, aussi, lui-même. Là. Le meilleur poulet, là. OK? L'air fryer, ça fait. Ça fait surtout pour les cuisses. Les poitrines, si on met de la mayonnaise puis on met une chapelure dessus, ça fait. Mais je veux dire, il n'y a rien. Moi, je suis un mangeur de poulet. OK? Moi, j'aime beaucoup le poulet, là, de toutes ses formes. Là. J'adore le poulet. Moi, du poulet, des burgers, je peux manger ça. J'ai juste ça. Poulet, burger, pizza, j'ai ça pour le reste de mes jours, puis j'ai pas besoin d'autre chose. Oui. Peut-être un steak. Un steak. Ouais. Mais moi, là, il n'y a personne qui va me réussir à me faire dire qu'il y a un meilleur poulet que le poulet frit. Là. Ça n'existe pas. Là. Parce qu'on veut quelque chose avec le jus. Et le jus, il reste dans le poulet quand c'est du poulet frit. La manière que c'est cuit, il n'y a rien d'autre que ça. Là. Arrête, j'ai faim. Et que j'ai faim. Qu'est-ce qu'on fait, Jerry? On va chez Dixilly, là. On va chez Dixilly, puis on vient. J'ai 2-3 petites patentes encore. OK, parfait. On va ça. Bon, oui. C'est un genre de fond de boîte qui me reste. Je vais parler dans le prochain bloc aussi de John Waite. J'en ai parlé en détail ce matin. On ne peut pas mettre la musique parce que la manière qu'on est diffusé sur les différentes choses, les plateformes, des fois, ils n'acceptent pas qu'on mette de la musique sans payer de droit. Là. Puis ça devient compliqué. On veut bien, mais il n'y a pas moyen de le faire. Donc, mais je vais parler de John Waite. OK? Super film. Puis je vais vous parler de Ted Lasso aussi. Ted Lasso, série sur Apple TV. John Waite, c'est un film de musique qui est présentement diffusé sur Amazon Prime. Donc, je vous en parle tantôt. Puis on continue la boîte avec notre ami Jerry. Juste le temps que je trouve un genre de petit piton pour mettre un petit peu de genre de musique là. Ça pourrait m'arriver. Une petite musique, hein? Ouais. Quand j'en ai besoin, elle n'arrive pas. Mais par magie, elle va arriver maintenant. Tiens-toi, elle va arriver. Elle va arriver. Tiens, la magie. Je l'ai calé, comme dans le livre Le Secret. J'ai calé dans le ciel et c'est arrivé. Quelle magie, pareil. Quand on parle de folie, ça n'était dessus, ça. Bon, on va s'arrêter sur Radio Pirate Live. Hey, on va parler de boisson aussi, là. La bière va coûter cher, Jerry. Ouais. Encore. La bière va coûter cher. Moi, c'est un point où peut-être sur le bord d'arrêter, là. Ah oui. On vient pour le dernier bloc sur Radio Pirate Live. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. The Revolution. Radiopirate.com. Fresh. 100% 100% Pirate. Jerry n'a pas fini sa boîte, on est tombé dans le poulet, pas à peu près. Oui, dans le poulet. Hey, le prix de la bière. Est-ce qu'on aura la bière la plus chère? Parce que, tu sais, on riait un peu des provinces maritimes. C'est hors de prix, là, les provinces maritimes. Les provinces maritimes sont montées aussi parce que c'est une taxe fédérale. Une taxe fédérale. Qu'est-ce qu'ils veulent, hein? Ils veulent... Tous les petits plaisirs, ils vont nous les rendre inaccessibles. C'est ça le but? Peu importe quoi. Ils veulent nous faire les poches. Ils veulent nous faire les poches. C'est de la bière, là. De la bière, c'est de l'eau, là. Dans la bière, 50% du prix de la bière, c'est des taxes. Oui. Le vin, c'est 65.
Les spiritueux, la liquor, c'est 75. Oui. OK? Le Canada a la boisson. C'est pas moi qui le dis, là. C'est une photo de ce qui a été raconté aujourd'hui par Mario Dumont. Le Canada est le pays au monde avec le taux le plus élevé de taxes sur la boisson. Quel est le but derrière ça? J'essaie de comprendre qu'est-ce qu'ils ont en arrière de la tête. J'essaie de comprendre le pourquoi. Ils ont juste besoin de cash. Ils ont besoin Montez de cash. nos impôts. Arrêtez de faire ça en hypocrite. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Vendez la boisson comme au prix. Hey, c'est de la bière. La bière, c'est de l'eau. Là, on va arriver au Costco, la caisse de 60 canettes, qui est exclusive à Costco. La light est à 71, je pense. Et la 5% est à la régulière, est à 75 ou 76. Là, avec la nouvelle loi, avec la nouvelle taxe, ça va tomber à 81 $ plus taxe. Ils nous mangent un 5. La taxe qui va Plus taxer taxe. la taxe. Oui, la taxe sur la taxe. Plus consigne, qui, elle, est taxée aussi. Parce que c'est consigne plus taxe. Donc, ça veut dire qu'on va avoir une caisse à quasiment 100$. Là. Moi, je vous le dis, j'ai plus le moyen de prendre de la bière au Québec. Moi, j'ai plus le moyen de prendre de la bière au Québec. J'ai arrêté le vin pour ça. Tu te rappelles? Tu m'as pas cru quand je t'ai dit ça, non? Je t'ai dit, là, les augmentations de vin, ça suffit. Je rentre à SAQ, des vins... Moi, j'étais écœuré de prendre des vins qui goûtent la marde à 15$. Oui, j'ai pas le moyen de prendre un vin qui a de l'allure à 25$. J'ai pas le moyen. Donc, j'ai dit, vu que je suis pas capable de prendre un vin une fois de temps en temps à 25$, j'en prends plus. Et sais-tu quoi? C'est terminé. Ils m'ont perdu. Je prends plus aucun... Avant, je prenais du vin. Je ne prends plus de vin. Oui, mais l'histoire, c'est ça. Là. L'histoire, c'est que tu te prives de quelque chose d'une manière. Et c'est ça. Ben, tu te prives de quelque chose. Il y a des gars, il y a des petits gars, un petit gars qui vend des pelules là, par la porte. Là, sont bien bonnes. À un moment donné, quand tu montes les prix, tu montes les prix, bien, à un moment donné, tu te dis, OK, je prends plus de vin. OK, ben là, je prends plus de bière. OK, ben là, je mangerai plus de viande. Là, après, là, ben, voilà, c'est là qu'on s'en va. C'est là que le gouvernement sent... Ben, la viande, je m'empêche pas parce que, bon, il doit y avoir des histoires de gouvernement là-dedans, là. Mais une des choses, c'est que le vin, c'est la SAQ. Moi, j'ai une haine du gouvernement. Mais pas une haine malsaine, mais je veux dire dans le sens que c'est une haine monétaire. Moi, je ne veux pas leur en donner le plus. Je ne veux pas leur en donner. Je comprends. Donc, c'est pour ça que je m'étais commandé un char électrique que je ne prendrai pas dans 2 mois. Que je vais aviser mon vendeur quand il va l'avoir que je ne veux pas l'avoir. Parce que les taux d'emprunt sont trop... Ça n'a pas rapport. Donc, ça change toute la game. Et j'avais commandé ça pour ça parce que je ne voulais plus payer de taxes sur l'essence au gouvernement. Je voulais que le gouvernement me donne un chèque de 7 500$. Oui. Parce que j'ai jamais d'argent du gouvernement. Et le vin, j'ai arrêté parce que c'est la SAQ. Puis 60% du prix, c'est des taxes. Puis j'essaye, si je suis capable, je vais essayer de ne pas me chauffer avec Hydro-Québec. On va commencer le projet. Là. Oui. On va voir comment ça coûte. Là. Mais si à un moment donné, je suis capable. Parce que sinon, regardez la quantité d'argent que vous leur envoyez. C'est fou. Avec la boisson, avec le gaz, c'est inimaginable. avec Hydro-Québec. Toutes les taxes. Tous les impôts, toutes les patentes qui sont cachées. C'est fou. Écoute, là, on donnerait le gouvernement à la mafia ou au cartel mexicain. Puis ils n'oseraient même pas nous faire les poches de même. Ben non, parce que les autres, ils se trouveraient trop croches. Les autres, ils veulent que tu vives. Ils veulent pas te faire mourir. Ils veulent que tu vives pour pouvoir... Voici. Ils veulent que tu continues. Ils veulent que tu continues, là. Et nous autres, ils veulent nous faire crever. Ils veulent qu'on n'ait plus de vie. Ils veulent nous taxer jusqu'au temps qu'on ne bouge plus. C'est ça. Tiens, on te frappe avec un autre coup de batte. Tiens, jusqu'au temps qu'il n'y a plus rien qui bouge. Non, ils sont dégueulasses. On les déteste. Je ne peux pas savoir comment. Quoi d'autre, Jerry? J'ai deux petites patentes.
Oui. J'en ai peut-être même 3, si tu veux. J'en ai 2. Juste un petit mot. Lionel Messi. Parce qu'en ce moment, là, Lionel Messi, le grand joueur de soccer, on l'a vu au mondial. Mais le prochain mondial, c'est États-Unis, Canada, Mexique. Hein, le prochain. Donc, Messi, lui, il est avec le Paris Saint-Germain. Mais ça achève. Lui, il a fait sa carrière avant le Paris Saint-Germain. Je pense qu'il a fait 2 ans là-bas, 2 ans ou 3 ans. Là. Je vois comme ça de mémoire. Lui, il a fait sa carrière à Barcelone. Hein. Là, il est avec le Paris Saint-Germain. Là, il y a 3 patentes. Il y a 3 plans pour Messi. Premier plan, retourner à Barcelone. Deuxième plan, l'Arabie Saoudite. Oh, les autres, ils ont beaucoup d'argent. Et le troisième plan. Le troisième plan, là, il y a une revue de sport. J'ai une revue. C'est un site Internet de sport très, très connu dans le coin de Barcelone. C'est des Catalans. Eux autres, ils ont dit, ouais, si Messi vient pas, si Barcelone ne s'entend pas avec Messi, Messi s'en va dans la MLS. On a jasé beaucoup de ça, là, tu sais. Mais c'est juste la twist qui est intéressante. Il y a une petite twist. C'est que là, tu dis, ouais, quelle équipe qui peut se payer Messi, telle affaire, Miami. Non. Le site catalan dit que la MLS, présentement, c'est peut-être fait déjà, prépare un genre de deal historique où toutes les équipes de la MLS mettent de l'argent dans un pot pour payer Messi. Donc, l'équipe où ce qu'il va jouer va payer plus, mais les autres équipes vont donner un montant d'argent. Je ne l'invente pas, c'est sur le site. Non, mais ça, je le savais depuis le début, là. Je m'en doutais. Là. Mais les autres équipes vont mettre de l'argent dans le pot pour faire venir Messi ici parce qu'ils vont en profiter. Quand Messi va aller jouer une place, ils remplissent. Ils vont vendre des billets 500$, puis il va avoir 50 000. C'est ça. Ils vont remplir la place. Donc, j'ai lu ça dans le site catalan. Hey, l'autre affaire, il faut que je te parle. Mais avant, je t'en ai parlé sur Prime. Si vous avez Apple TV, je ne sais pas, c'est Apple TV Plus, c'est quoi le. Je me suis mêlé. C'est Apple TV, là. Apple TV Plus. Ouais, c'est ça. Ted Lasso, c'est du soccer. Oui. Donc, c'est une histoire d'une équipe anglaise avec toutes sortes de monde dedans, puis toutes sortes de personnages sympathiques, dont, entre autres, un coach et son assistant coach sont 2 Américains. Tout le reste du cast est tout britannique au complet, c'est européen au complet. Il était à la Maison-Blanche la semaine passée, ils sont allés voir Joe Biden. Je ne savais pas trop, je voyais souvent les annonces. Et c'est des petits épisodes de 35 minutes. Si vous êtes amateur de... Même si vous n'êtes pas amateur de soccer. Si vous êtes amateur pour rire, si ça vous tente de rire, parce que des fois, on aime ça de l'action, on aime ça des morts, on aime ça... Un paquet d'affaires qu'on aime dans des séries de TV. Mais des fois aussi, on aime ça assez léger, là. C'est extraordinaire. C'est une feel-good story. Vous allez adorer. C'est drôle à mort. Le gars qui fait Ted Lasso, qui est un gars de Saturday Night Live que plusieurs connaissent, qui fait jaser d'autres choses avec son ex-femme en ce moment. Mais il est très drôle avec son gros pinch puis tout. Le gars est hyper sympathique. La propriétaire du club l'est autant. Regarde, c'est vraiment un bon cast. Je vous le propose. Je vous le vends parce que ça vaut la peine. Je sais des fois, ouais, mais là, j'ai Netflix. De temps en temps, c'est bon de faire sauter un mois à un ou à l'autre. Bon, oui. Si vous avez, puis des fois, quand vous achetez un nouveau téléphone ou une nouvelle tablette ou des écouteurs, vous allez avoir pendant 3 mois, ou si c'est un téléphone à 2000$, vous allez avoir pendant 1 an. 1 an. Vous avez juste à vous inscrire, vous allez avoir Apple TV Plus pendant 1 an. C'est vraiment très bon. Mon histoire de musique, je sais que tu as une histoire de musique. Moi, j'ai une histoire de musique un peu plus comique. Très comique même. James Blunt. James Blunt, You're Beautiful. Voilà, sa chanson You're Beautiful. Y a-tu juste un hit, lui? Quasiment. OK, c'est un one-hit wonder. One-hit wonder. Oui. La face, c'est que ça a tellement marché, c'est inimaginable. Il n'y a rien de pire que d'avoir un hit de même. Regarde, impossible. Tu vois dans un mariage, ça joue. Là. Vous entendez-tu, là? Ça va jouer à jamais. Là. Mais là, peut-être moins. Parce que qu'est-ce qu'il a fait, lui-là? Ça sortait en 2005. Non, la face, c'est que c'est pas lui en tant que tel. Lui, je pense qu'il était dans une genre d'entrevue. Là. Mais là, il a donné, parce que cette toune-là qui est adorée. Puis
va le dire, là, adoré des femmes. Adoré. Cette tune-là, c'était extraordinaire. Mais lui, il a dit un peu le sens de la chanson. Parce que, tu sais, t'écris des paroles, mais la chanson, en fait, compte, qu'est-ce qui t'a inspiré pour cette chanson-là? Puis lui, il dit, l'inspiration de la chanson, là, c'est plus une histoire d'un... J'ai trouvé ça drôle. C'est plus une histoire d'un gars, plus un genre d'harceleur, un genre de stalker. Autrement dit, qu'est-ce qui l'a inspiré? C'est que quand il a vu son ex, lui, avec un autre gars, ça y a fait quelque chose de voir son ex avec un autre gars. Puis il s'est dit, ouais, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort-tu souvent? Telle affaire, telle affaire. Fait que l'histoire de la chanson, c'est l'histoire d'un loser qui stalk son ex. C'est ça l'histoire de la chanson. C'est pour ça que là, si vous faites jouer ça dans un mariage... Il aurait dû fermer la boîte. Je pense qu'il n'aurait pas dû le dire. Ouais. Là, ça enlève du frou-frou. Là. Là, ça enlève la chanson, elle est toute romantique. À un moment donné, tu te dis non, c'est un fou, c'est un gars crinqué, un peu loser, qui check son ex. Là. Ça fait un peu bizarre. Ouais. C'est le fond de l'histoire. En parlant de gars qui cherchent son ex, si vous voulez... bon, regarde, je vais dire ça, madame. Madame, si vous aimez Tom, si vous aimez Gronk... Oui, OK, oui. Si vous aimez d'autres amis qui étaient dans les Patriots, je pense que Immelman est là. Des fois, j'ai mêlé d'un nom. Je ne connais pas tous les lunettes, là, mais regarde, d'après moi, c'est pas mal des boys. Beach Day with the Crew. Donc, Beach Day with the Crew, c'est dans le Instagram de Tom Brady. Les gars sont en chess. Les gars jouent au football. T'as Gronk qui est dans l'eau, les fesses à l'air un peu. Les gars font un beau tour. Donc, pour les madames, oui. Tom Brady, sur son Instagram, photo, il est arrivé 523 000 likes en 4 heures. Et Tom s'amuse à la plage. Moi, mon affaire de musique. Oui. Je peux pas mettre de musique, mais tout le monde connaît la tune de John Waite, Missing You. On avait Stéphane Bruyère tantôt, notre chum Bruyère qui fait des hypothèques. Donc, à stéphanebruyère.com, mais il nous disait, ma sœur, quand la tune Missing You a été un hit, je pense que c'était en 84 peut-être, Missing You à peu près? Oui, je vais te dire ça, mais sa sœur, elle l'écoutait en boucle. Sa sœur avait le 45 tours et elle écoutait la chanson over and over sans arrêt. Et à un moment donné, il était tellement plus capable que défoncer la porte de la chambre. Il a enlevé l'aiguille sur le 45 tours. Il a pogné le 45 tours puis il l'a cassé en deux. C'est 84. C'est 84, hein? Pas pire, hein? Donc, Missing You de John Waite. Ma blonde, MC. Oui. C'est une de ses tunes préférées de sa jeunesse. Il y a du Journey, il y a du Def Leppard, il y a du Bon Jovi. Mais John Waite, Missing You, c'est une grosse tune, ça, tu penses? Donc, mais John Waite, on a l'impression que c'est un one-hit wonder, mais John Waite, qui a un nouveau film, qui a quoi? Tu me dis que les critiques étaient écœurantes au niveau des cotes? Très, très bien, là. C'est 4,5 sur 5. Ça, yes. C'est très bon. Donc, John Waite, nouveau film sur Amazon Prime. Il nous parle de plein d'affaires. C'est sa vie. C'est entre autres le chanteur d'un des groupes britanniques les plus populaires du début des années 70, les Babies. Il a été aussi John Waite seul. Et par après, avec son ami Jonathan Cain, mais qui avait été dans les Beatles, dans les Babies. Jonathan Cain, qui est maintenant membre de Journey, puis qui a écrit Open Arms, Don't Stop Believin', puis toutes ces tunes-là. Ben, à un moment donné, Steve Perry a fait un album solo. Il a fait, entre autres, le méga succès Oh Sherry. Oh Sherry. Très bon, très bon. Vous vous souvenez du vidéo qui a passé à la nuit des vidéos à TVA? Ça passait over and over. On mangeait des cocos de Pâques Cadbury, puis on écoutait la nuit des vidéos.
Il y avait Thriller de Michael Jackson. Il y avait Oh Sherry de Steve Perry. Et là, les boys étaient bien insultés de ça. Ils ont dit, hey, Criff, il fait un album. Il nous le dit pas trop. Puis l'album, on dirait que c'est un album de nous autres. Ben, il dit, on va faire un groupe comme Journey, mais c'est pas lui qui va chanter. On va faire Bad English. Puis je vais appeler mon chum avec qui j'étais dans Babies, qui était le chanteur. Je vais appeler John Wade. Puis ça va être John Wade qui va être le Steve Perry du band. Et ils ont eu des gros hits, entre autres. Leur plus gros hit, on le sait, c'était When I See You Smile. When I See You Smile. Donc ça, c'était avec Jonathan Cain, qui était au clavier, qui écrit avec John Wade et aussi Neil Sean, qui était à la guitare. Donc les boys de Journey, qui avaient fait un deuxième band, un genre de super groupe, avec John Wade. Mais John Wade nous raconte toutes les histoires de sa vie, un paquet d'affaires, tout ce qu'il a vécu. Semblerait que c'est extraordinaire et c'est disponible sur Amazon Prime. Voilà pour aujourd'hui. Voilà, c'est fait. Donc, une sorte de placotage. On placote On va dire que j'ai une bonne grippe d'homme. Oui. Ouais. Là, repose-toi un peu, là. Repose ta voix, là. Ouais, mais hier, j'ai fait un gros dodo de 2 heures après le show. Puis, j'ai pas été capable de me rendormir avant minuit et demi, 1 heure cette nuit. Donc, d'après moi, il faut endurer. Non, je sais, mais repose ta voix. T'es pas obligé de dormir, mais de moins placoter. Ouais, OK. Ça peut peut-être aider. Jack Daniels, peut-être? Pour la voix? Oui. Non, Maker's Mark. Oui! Oui! Mais-en! Oui, monsieur! Mais-en! Bon réflexe. OK, on est parti pour l'après-midi, puis on sort, on est toujours là, hein? On est toujours là sur le live, on est toujours là en podcast. Également pour le Prime, allez vous inscrire sur radiopirate.com. Puis on s'en parle de demain, déjà de milieu de semaine demain. Et ma blonde s'en va à Québec ce soir. Oh! Donc, je suis un gars tout seul. Ma blonde est bien inquiète. Tu vas manger quoi? Oui. OK. Là, elle m'a fait plein de légumes, tout cuit. Elle m'a fait des portions. Là, tu vas chauffer ça. Et t'es gâté. Hein? T'es gâté. Ah non, toi, tu gâtes pas ta blonde de même. Moi, elle est très, très gâté aussi. Ben oui. Donc, demain, c'est un homme seul, avec Tigre, par contre, qui va vous parler en direct de ses studios floridiens. Et je suis de retour à Pâques pour venir retrouver mes bodés et tout le monde. Donc, là-dessus, bon mardi. On se reparle demain sur Prime et également sur Live. See ya! Radiopirate.com. Enfin, pirater, c'est légal. Radio